Un jeune milliardaire est sur le point de sauter d'un pont, mais il est arrêté par deux petites filles jumelles qui vivent dans la rue. Lorsqu'il agrippe leurs bras, il a la plus grande révélation de sa vie. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La pluie ne montrait aucune pitié, cette nuit-là à Manhattan. Les grosses gouttes épaisses s'abattaient sur le manteau trempé de Nathaniel Wells comme des aiguilles. Il ne se souciait plus de rien. Le froid qu'il ressentait ne venait pas de l'orage, mais de l'intérieur, un froid qu'aucun chauffage ni aucune couverture ne pouvait chasser. À 48 ans, Nathaniel était ce que beaucoup qualifieraient de réussite. PDG de l'une des plus grandes firmes d'investissement de la côte, propriétaire d'un appartement sur la 5e avenue, collectionneur de voitures importées et de montres de luxe, son nom figurait dans les listes d'hommes les plus influents et son visage apparaissait sur des magazines économiques. Pour le monde, il incarnait le rêve américain. Mais ce soir-là, trempé jusqu'aux os, errant sans but sur le pont de Brooklyn, il n'était qu'un homme brisé. Le pont était pratiquement désert, seules quelques voitures passaient de temps à autre, leurs phares transperçant le rideau de pluie comme des fantômes. Nathaniel s'arrêta à mi-chemin et s'approcha de la rambarde. Il baissa les yeux vers les eaux sombres de l'East River. Les lumières de la ville se reflétaient sur la surface agitée comme des étoiles déformées. Quelle banalité, pensa-t-il amèrement, un riche sur le point de sauter d'un pont. Mais ce que les gens ne comprenaient pas, ce que personne ne pourrait jamais comprendre, c'était que l'argent n'achète pas la paix. Il n'efface pas les souvenirs, il ne comble pas le vide laissé par une épouse qui est partie avec votre meilleur ami, il ne remplace pas la fille qui a choisi de couper les ponts après le divorce, il n'apaise pas le sentiment d'avoir consacré des décennies à bâtir un empire qui, à présent, semblait aussi dénué de sens qu'un château de sable à marée haute. Sa dernière conversation avec sa fille, Emma, résonnait dans sa tête. 3 ans auparavant, dans son restaurant préféré. « Tu as toujours préféré le travail à nous » avait-elle dit, ses yeux verts, si semblables aux siens, brillants de larmes retenues. « Quand maman avait besoin de toi, tu étais en conférence. Quand j'avais un récital de piano, tu envoyais ton chauffeur me chercher. Maintenant, tu veux ma compassion parce qu'elle t'a quitté ?» Il avait essayé de s'expliquer, de dire que tout ce qu'il faisait, c'était pour elle, pour leur offrir la vie confortable qu'elle méritait. Mais les mots sonnaient creux, même à ses propres oreilles. Emma laissa quelques billets sur la table pour son café, se leva et s'en alla. La dernière chose qu'elle dit fut « Ne me recherche pas tant que tu n'auras pas compris ce qui compte vraiment dans la vie. » Il ne l'avait pas cherché. Et elle avait tenu parole. À présent, 3 ans plus tard, il était là, seul, perdu. La société qu'il avait bâtie à la sueur de son front semblait s'effondrer sous les scandales de corruption impliquant son principal associé, Richard, le même meilleur ami, qui était parti avec son épouse, avait manipulé des contrats et détourné des millions avant de disparaître. La presse ne faisait pas de quartier, le magnate aveuglé par le pouvoir, disait les gros titres. Trahi 2 fois, au lit et en affaires. Nathaniel enjamba la rambarde, ses mains agrippant le métal froid. La ville s'étendait devant lui, aussi indifférente que toujours. Personne ne remarquerait son absence avant le lendemain matin, quand il ne se présenterait pas à la réunion du conseil. Et encore, ce ne serait qu'un inconvénient logistique, un problème à gérer pour les départements juridiques et de relations publiques. Le vent hurlait autour de lui, comme s'il tentait de le repousser vers la sécurité, mais Nathaniel avait déjà pris sa décision. Il ferma les yeux. Une unique larme roula sur sa joue, se mêlant à la pluie. Il lâcha la rambarde. C'est alors qu'il la sentit. De petits doigts, frêles comme des brindilles, serrant ses poignets avec une force surprenante. Les yeux de Nathaniel s'ouvrirent brusquement. Il baissa la tête, stupéfait. 2 petites filles identiques le regardaient. Elles n'avaient pas plus de 5 ans. Elles étaient complètement trempées, leurs cheveux sombres collés à leur visage, leurs vêtements sales et en désordre plaqués contre leur petit corps. Mais ce furent leurs yeux qui le paralysèrent, intenses, sombres, emplis d'un sérieux qu'aucun enfant ne devrait connaître. « S'il vous plaît, monsieur, ne faites pas ça » chuchotèrent-elles à l'unisson, leur voix presque noyée par la tempête rugissante. Saisi, Nathaniel recula instinctivement, revenant sur la partie sûre du pont. Les filles ne lâchèrent pas ses poignets, comme si elles craignaient qu'il ne change d'avis à tout instant. « Qu'est-ce que vous faites là » demanda-t-il, la voix rauque et tendue. « Il est tard, il pleut, vous devriez être chez vous. » Les filles se regardèrent, comme si elles se consultaient silencieusement dans un langage qu'elles seules comprenaient. « On vous a vu depuis le trottoir, » dit l'une d'elles. « Vous aviez l'air triste. » Nathaniel jeta un œil autour de lui. Le trottoir le plus proche était à au moins une centaine de mètres. Ses enfants l'avaient suivi jusque-là, sous la pluie,
parce qu'elle trouvait qu'il avait l'air triste. L'idée était absurde. « Pourquoi ça vous importe ?» demanda Nathaniel, partagé entre la confusion et l'irritation. « Qui êtes-vous, et pourquoi êtes-vous seul sur un pont en pleine tempête? Et, plus important encore, pourquoi vous souciez-vous d'un inconnu ?» L'une des fillettes, celle qui semblait un peu plus volubile, répondit avec une simplicité dévastatrice. « Parce que personne ne mérite de sauter la vie. » Ces mots frappèrent Nathaniel comme un coup de poing au ventre. Comment des mots si simples, prononcés par un enfant, pouvaient-ils peser aussi lourd? Comment cette petite fille, qui savait à peine sans doute nouer ses lacets, pouvait-elle saisir quelque chose que lui, avec toute son éducation et son expérience, avait complètement ignoré? Un éclair illumina le ciel, révélant, l'espace d'un instant, le visage des fillettes plus nettement. Elles étaient plus que trempées, elles étaient sales, comme si elles ne s'étaient pas lavées depuis des jours. Leurs traits délicats portaient cette maigreur indéniable des enfants qui ne mangent pas à leur faim. Et il y avait dans leurs yeux une sorte de sagesse ancienne, comme si elles en avaient trop vu pour leur âge. La pluie redoublait. Un coup de tonnerre retentit au loin. Nathaniel frissonna, prenant enfin conscience du froid ambiant, et surtout du froid qui entourait ces deux petites créatures devant lui. « Où sont vos parents ?» demanda-t-il, essayant de prendre un ton ferme, pour chasser la soudaine responsabilité qu'il ressentait face aux deux pères dieux qui le regardaient avec espoir. Les fillettes baissèrent la tête à l'unisson, un geste plus éloquent que n'importe quel mot. « Vous avez un endroit où aller ?» insista Nathaniel. « Quelqu'un qui s'occupe de vous ?» L'une des filles leva les yeux, ses prunelles sombres se braquant sur lui. « Tout ce qu'on a, c'est l'une et l'autre, dit-elle, sa voix presque engloutie par le vacarme de la pluie. » Nathaniel jeta un regard autour de lui, comme s'il s'attendait à voir un adulte sortir de l'ombre et revendiquer ses filles. Mais le pont restait vide, hormis leur trio. L'homme se passa une main sur le visage trempé, tentant de clarifier ses pensées. Quelques instants plus tôt, il s'apprêtait à mettre fin à ses jours. À présent, il se trouvait face à deux enfants abandonnés en pleine tempête. L'univers avait un sens de l'humour cruel. Une partie de lui, la partie rationnelle, celle du PDG habitué à naviguer dans les eaux corporatives avec un sang-froid calculé, lui soufflait d'appeler les autorités et de partir. Ce n'était pas son problème. Il avait déjà assez d'ennuis. Et qu'est-ce qu'il ferait, bon sang, avec deux fillettes? Mais une autre partie de lui, qu'il croyait morte depuis longtemps, ne pouvait se résoudre à les laisser là. « Vous ne pouvez pas rester ici, dit-il finalement. Il fait froid, il pleut, vous allez tomber malade. » Vous aussi, répliqua l'une des jumelles, d'une voix timide mais ferme. Cette remarque, si simple, si inattendue, fit naître en Nathaniel une sensation étrange dans la poitrine, une chaleur minuscule, presque imperceptible, mais bien réelle. La première chose authentique qu'il ressentait depuis des mois. Il hésita. Logiquement, il devait appeler la police pour signaler des enfants abandonnés. C'était la marche à suivre. C'est ce qu'aurait fait toute personne sensée. Mais quelque chose dans les yeux des filles, un mélange de crainte et d'espoir, l'en empêcha. « Venez, dit-il en tendant les mains, sans vraiment réfléchir à ce qu'il faisait. Je vais vous emmener dans un endroit sec. » Les fillettes se concertèrent du regard, pesant visiblement le pour et le contre, puis chacune attrapa une de ses mains tendues. Leurs mains étaient glacées, bien trop petites pour avoir empêché un homme adulte de franchir le point de non-retour. Nathaniel sentit une boule dans sa gorge. « Ma voiture est juste là-bas, dit-il en montrant l'extrémité du pont. Ce n'est pas loin. » Ils avancèrent en silence, les jumelles faisant de petits pas pour suivre l'adulte. Tous les quelques mètres, l'une d'elles regardait en arrière, vers l'endroit du pont où elles avaient trouvé Nathaniel, comme pour s'assurer que le danger était vraiment écarté. Arrivé près de la Mercedes noire garée à la sortie du pont, Nathaniel ouvrit la porte arrière. Les fillettes hésitèrent. « Ça va ?» les rassura-t-il en voyant leur peur. « Je veux juste vous mettre à l'abri de la pluie. » Doucement, les jumelles montèrent dans la voiture, s'asseyant côte à côte sur la banquette en cuir. Elles semblaient déplacées là, leurs vêtements trempés et sales tranchant avec l'intérieur luxueux et impeccable du véhicule. Nathaniel referma la portière et s'installa au volant, mettant le chauffage au maximum. Dans le rétroviseur, il vit les deux filles se rapprocher l'une de l'autre, cherchant un peu de chaleur ou de réconfort. Leurs visages identiques étaient pâles, mais leurs yeux restaient vifs, suivant le moindre de ses mouvements avec prudence. « Où on va ?» demanda l'une d'elles dans un quasi-murmure. Nathaniel n'avait pas de réponse. 10 minutes plus tôt, il n'avait pas prévu d'être encore en vie dans l'heure qui suivrait, et encore moins de prendre en charge deux inconnus. Il pouvait les emmener au poste de police, mais quelque chose lui disait qu'elles s'enfuiraient à la première occasion. À refuge ?
Ce serait mieux que la rue, mais l'idée de les laisser dans un système qu'il savait défaillant le gênait. Chez moi, lâcha-t-il, se surprenant lui-même. Juste pour ce soir, le temps de décider quoi faire. C'était insensé, évidemment, le genre de décision impulsive que Nathaniel Wells, PDG consciencieux, ne prenait jamais. Le genre de décision qui finirait peut-être à la une des journaux, un magnate recueille des enfants errants. Le genre de décision que son avocat qualifierait de dangereusement stupide. Et pourtant, alors qu'il démarrait la voiture et s'engageait dans la circulation new-yorkaise, sous la pluie battante, il sut qu'il ne pouvait pas faire autrement. La pluie continuait, tambourinant sur le pare-brise. Les essuie-glaces s'activaient sans relâche pour dégager la vue. À l'arrière, les filles scrutaient la ville à travers la vitre, comme si elles la voyaient pour la première fois. « Vous avez un nom » demanda Nathaniel, brisant le silence. Les jumelles se regardèrent, comme si elles décidaient si elles pouvaient lui faire confiance. Lily finit par dire l'une, et elle, c'est Rose. Rose et Lily. Des noms de fleurs pour deux petites filles qui semblaient avoir poussé entre les dalles de béton détrempées, dans la nuit la plus sombre de la vie de Nathaniel. « Et toi » demanda Rose, la plus silencieuse des deux. « Nathaniel, répondit-il. Vous pouvez m'appeler Nat, si vous voulez. » La voiture glissa dans les rues détrempées de Manhattan, s'éloignant du pont. Quelques minutes plus tôt, Nathaniel avait failli mettre un terme à son histoire. En approchant de son appartement, il se mit à penser aux aspects pratiques. Il faudrait des vêtements secs pour les filles, sans savoir où trouver de quoi les habiller à leur taille. Il leur faudrait à manger, un endroit pour dormir. Curieusement, ces considérations ne l'accablaient pas autant qu'il l'aurait cru. Pour la première fois depuis des mois, il pensait au-delà de l'heure suivante, au-delà de l'instant présent. Il réfléchissait à ce qu'il devrait faire demain, passer des coups de fil, faire quelques achats peut-être. Il pensait à l'avenir. Et quand il jeta un œil dans le rétroviseur et vit les fillettes, à présent plus détendues, presque somnolentes tandis que le chauffage chassait enfin le froid, Nathaniel éprouva quelque chose qu'il ne pensait plus jamais ressentir, un but. La Mercedes tourna sur la 5e avenue, s'approchant de l'immeuble cossu où vivait Nathaniel. Le portier de nuit allait assurément le dévisager en le voyant arriver, lui d'ordinaire si impeccable, trempé et accompagné de deux enfants tout aussi mouillés. Les voisins fortunés et prompts à jaser auraient de quoi alimenter les discussions dès le matin. Mais soudain, leur opinion lui parut aussi lointaine que les étoiles cachées derrière les nuages. Seules comptaient les deux fillettes qui, par un miracle inexplicable, étaient apparues au moment précis où il s'apprêtait à commettre la plus grande erreur de sa vie. « On est arrivé » dit-il en se garant devant l'immeuble. Lily et Rose levèrent les yeux vers la structure imposante, le regard écarquillé. « Tu habites ici » demanda Lily, incrédule. « Oui » répondit Nathaniel. « Et maintenant, vous aussi. Du moins pour l'instant. » Une fois dites, ces paroles semblèrent porter une étrange solennité, comme si, d'une certaine façon, cette nuit terrible et merveilleuse n'était que le début de quelque chose de plus grand, quelque chose qui valait peut-être la peine d'être vécu. Nathaniel fixa les 2 tasses de chocolat chaud, restées intactes sur la table de la cuisine. Lily et Rose, assises côte à côte sur les tabourets hauts, les observaient avec méfiance. Cela faisait 3 jours qu'il les avait ramenés chez lui, et la bizarrerie de la situation n'avait pas diminué. « Vous pouvez les boire » dit-il, essayant de paraître détendu. « Ce n'est pas trop chaud. » Les fillettes s'échangèrent un regard, elles faisaient ça tout le temps, comme si elles se consultaient avant chaque décision. Finalement, Lily, la plus audacieuse, saisit sa tasse et en prit une petite gorgée. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. « C'est bon » murmura-t-elle. Rose l'imita aussitôt. Nathaniel soupira, soulagé par ce petit succès. Chaque interaction avec les jumelles était ainsi, hésitante, prudente, comme s'il se déplaçait sur un champ de mine. Il ignorait ce qui les faisait sourire, ce qui les effrayait, ce qu'elles aimaient manger. Il ne savait rien des enfants en général, encore moins de ces deux-là en particulier. Son appartement, autrefois un sanctuaire d'élégance minimaliste, était désormais encombré de sacs de shopping contenant des vêtements pour enfants, des chaussures, des brosses à dents et d'autres articles que son assistante personnelle, Karen, avait achetés à la hâte après son appel, au lendemain de leur « sauvetage » sur le pont. Karen, toujours aussi efficace, n'avait posé aucune question, même si son regard, en découvrant les fillettes, en disait long. « Je dois vous trouver un foyer ou un refuge adapté » déclara Nathaniel, rompant le silence qui pesait dans la cuisine. « Un endroit avec des gens qui savent vraiment s'occuper d'enfants. » Les tasses cognèrent presque simultanément sur la table. Rose agrippa le bras de sa sœur, tandis que Lily le dévisagea, les yeux soudain humides. «
S'il te plaît, dit Lily, sa voix menue mais ferme, ne nous renvoie pas. On ne te dérangera pas, ajouta Rose, parlant pour la première fois de la matinée. On peut t'aider à faire le ménage. Nathaniel ressentit un pincement étrange au creux de la poitrine, un mélange de culpabilité et de surprise. De toute évidence, elles avaient pris ses paroles pour un rejet. Ce n'est pas ça, essaya-t-il d'expliquer. Vous avez besoin de quelqu'un qui sache s'occuper de 2 petites filles. Moi, je travaille toute la journée, je ne sais pas comment faire. Des trucs d'enfants, articula-t-il vaguement, comme si « des trucs d'enfants » étaient trop abstraits pour être définis. On n'a pas besoin de trucs d'enfants, répliqua Lily. On a juste besoin de rester ensemble. Et pas d'aller dans un autre foyer, murmura Rose, presque inaudible. Le mot « autre » n'échappa pas à Nathaniel. Elles avaient déjà été placées en foyer. Voilà qui expliquait leur peur d'être séparées, la manière dont elles se serraient l'une contre l'autre, même en dormant. « Vous avez été dans beaucoup de foyers » demanda-t-il, tâchant de rester neutre. Les fillettes se consultèrent une fois de plus du regard, plus longuement cette fois-ci. Quelques-uns, répondit finalement Lily, baissant les yeux. On n'aime pas ça. Ils nous séparent, ajouta Rose. Nathaniel fronça les sourcils. Séparer des jumelles semblait particulièrement cruel, même pour un système saturé. Pourquoi ferait-il ça? Les filles haussèrent les épaules en même temps, un geste montrant qu'elles ne comprenaient pas les décisions des adultes, mais qu'elles en subissaient les conséquences. On doit aller à l'école aujourd'hui? Demanda Lily, changeant clairement de sujet. Autre problème. Nathaniel avait improvisé ces derniers jours, invoquant une urgence familiale pour travailler depuis chez lui, mais il ne pourrait pas continuer ainsi indéfiniment. L'entreprise traversait une période délicate après le scandale, et son absence prolongée attirerait l'attention. Quant aux jumelles, elles avaient évidemment besoin d'aller à l'école, mais il ne savait pas comment faire. Pas aujourd'hui, répondit-il avec prudence. Je réfléchis à la question. Lily inclina la tête, le dévisageant d'un air curieux. Les adultes savent toujours tout, fit-elle remarquer. Il y avait dans cette réflexion, simple et directe, mais chargée d'attente, quelque chose qui rappela à Nathaniel l'absurdité de la situation. Lui, un homme qui dirigeait une entreprise valant des milliards, incapable de gérer la logistique élémentaire pour prendre soin de 2 fillettes de 5 ans. Pas toujours, admit-il, se sentant soudain très fatigué. Parfois, les adultes sont aussi perdus. Rose, la plus silencieuse, tendit alors sa petite main et toucha le bras de Nathaniel, l'espace d'un instant. Ce n'est pas grave, dit-elle avec un sérieux surprenant. Nous aussi, on est perdus. Ce geste si simple, si inattendu, si authentique, bouleversa Nathaniel. Un nœud se forma dans sa gorge et il dut détourner le regard, faisant mine de remettre sa montre en place. Je vais passer quelques coups de fil, dit-il en quittant la table. Finissez votre chocolat chaud. Il se retira dans son bureau et ferma la porte. Il s'installa dans son fauteuil en cuir italien et poussa un long soupir. Qu'est-ce qu'il était en train de faire? Quelle folie était cela, d'essayer de s'occuper de 2 enfants? Il peinait déjà à entretenir les rares relations d'adultes qu'il avait. Il prit son téléphone, bien décidé à régler la situation. Il appellerait les services sociaux, expliquerait la situation. C'était la bonne procédure. Les filles avaient besoin de professionnels, de stabilité, de structure. Des choses qu'un homme comme lui, avec sa vie chaotique et ses blessures, ne pourrait jamais leur offrir. Mais avant de composer le numéro, il entendit un bruit dans le salon. Intrigué, il se leva et ouvrit la porte du bureau, juste assez pour jeter un coup d'œil. Lily et Rose étaient sur le grand canapé blanc, feuilletant un livre de photographie que Nathaniel laissait habituellement sur la table basse. Un livre luxueux, rempli de clichés en noir et blanc de New York. Les filles tournaient les pages avec précaution, leurs doigts touchant les images avec révérence. « Regarde, c'est le pont », fit Lily en montrant une photo du pont de Brooklyn. « Là où on l'a trouvé », acquiesça Rose. Il y eut un silence, puis Lily reprit, à voix si basse que Nathaniel l'entendit à peine. « Tu crois qu'il va nous renvoyer ?» Rose entoura ses genoux de ses bras. « Tout le monde le fait. » Cette réponse, simple et résignée, frappa Nathaniel comme un coup. « Tout le monde le fait. » Combien de fois ses enfants avaient-elles été rejetés? Combien de portes s'étaient refermées? Il retourna à son bureau, abandonnant son idée d'appeler les services sociaux pour le moment. Il ne pouvait pas se contenter de les jeter dans un autre foyer, pas après les avoir entendus parler ainsi. Il devait y réfléchir davantage. Il appela son avocat personnel, Martin Geller. S'il y avait quelqu'un pour le conseiller dans cette affaire complexe, c'était bien lui.
J'ai besoin de conseils, dit-il dès que le juriste décrocha au sujet des fillettes. Un long silence s'ensuivit. Nathaniel, fit finalement Geller. Est-ce que cela a un lien avec les 2 enfants dont m'a parlé ton assistante? Parce que je dois te prévenir, si tu as trouvé des mineurs non accompagnés et que tu n'as pas immédiatement prévenu les autorités, on est déjà dans une zone légalement délicate. Nathaniel se massa le front. Bien sûr, Karen en avait touché un mot à Geller, ils travaillaient ensemble depuis des années. C'est compliqué, Martin. Elles ont la trouille d'être séparées. Apparemment, ça leur est déjà arrivé. Je comprends ton inquiétude, dit Geller d'un ton plus doux, mais tu dois te rendre compte que tu n'es pas en mesure de t'occuper d'enfants, ton mode de vie, tes responsabilités, sans parler de la tempête médiatique autour de la société. Si la presse apprend ça, je veux seulement ce qu'il y a de mieux pour elle, coupa Nathaniel. Et ce qu'il y a de mieux, c'est probablement que des professionnels s'en chargent, insista Geller. Je connais des gens dans les services sociaux, je peux faire en sorte qu'elles soient bien prises en main. Nathaniel savait que Geller avait raison. Logiquement, rationnellement, objectivement, il devait suivre ce conseil. Je vais y réfléchir, dit-il, mettant fin à la conversation avant que Geller ne puisse argumenter davantage. Il passa le reste de la matinée à travailler, répondant à des courriels, participant à des visioconférences. De temps en temps, il faisait une pause pour vérifier ce que faisaient les fillettes. Elles restaient calmes, allant d'une pièce à l'autre comme de petits fantômes, toujours ensemble, toujours sur leur garde. Lors d'un appel avec le conseil financier, Nathaniel remarqua quelque chose d'inhabituel sur son écran, 2 petits visages qui le guettaient par l'entrebâillement de la porte du bureau. Dès qu'elles virent qu'il les avait repérés, elles se retirèrent aussitôt. « Excusez-moi un instant, messieurs, dit-il en mettant la réunion en suspens. Lily, Rose, vous avez besoin de quelque chose? Silence. Puis, lentement, la porte s'entr'ouvrit à nouveau, laissant réapparaître 2 têtes. « On a faim, répondit Lily pour elles 2, comme toujours. Nathaniel vérifia l'heure, 13h45. Il avait complètement perdu la notion du temps, comme cela lui arrivait souvent quand il travaillait. Mais cette fois, il n'était pas seul. Je termine cette réunion et on prépare quelque chose à manger, promit-il. Les fillettes continuèrent de l'observer, comme si elles évaluaient la sincérité de sa promesse. Attendez dans le salon, je n'en ai pas pour longtemps, proposa-t-il. Elles se retirèrent et il reprit la conférence, mais son esprit était ailleurs. Il boucla ses affaires en vitesse et raccrocha. Dans la cuisine, il ouvrit le réfrigérateur comme s'il se trouvait face à une énigme. Que mangent 2 enfants de 5 ans? Il tenta de se souvenir des dîners en famille lorsqu'Emma avait cet âge, mais ses souvenirs étaient flous, il voyageait souvent ou rentrait trop tard. Vous aimez les sandwichs? Demanda-t-il lorsque les jumelles le rejoignirent. Elles acquiescèrent poliment, sans grand enthousiasme. En préparant quelque chose de simple, pain, fromage, jambon, Nathaniel remarqua combien les filles étaient maigres dans les robes neuves que Karen avait achetées. Leurs bras étaient trop fins, leurs visages trop anguleux pour leur âge. Depuis combien de temps errait-elle dans la rue avant de le trouver sur le pont? Vous pourrez manger plus tard si vous avez encore faim, leur dit-il en posant les assiettes devant elle. Il y a aussi des fruits et de la glace au congélateur. Les yeux de Rose s'agrandirent à l'évocation de la glace. On peut vraiment manger de la glace? Demanda-t-elle, presque incrédule. Bien sûr, répondit Nathaniel, surpris par la question. Là où on était avant, expliqua Lily en croquant dans son sandwich, il donnait des friandises seulement aux enfants vraiment sages, et nous, on n'y arrivait jamais, ajouta Rose. Un frisson parcourut Nathaniel. Dans quel genre d'endroit ces enfants avaient-elles pu atterrir, pour qu'on leur refuse jusqu'à la simple joie d'une glace? Ici, c'est différent, répondit-il, étonné de la fermeté de sa propre voix. Ici, vous pouvez manger de la glace quand vous voulez. Les fillettes se lancèrent un regard, cette fois avec une lueur que Nathaniel n'avait pas encore vue chez elles, quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Après le déjeuner, il retourna travailler, laissant les jumelles devant la télévision. De temps à autre, il entendait des rires étouffés dans le salon, un bruit qui, contre toute attente, ne le dérangeait pas, malgré son habitude du silence total. En fin d'après-midi, il reçut l'appel d'un client important et dut se concentrer pleinement. Quand enfin il raccrocha, il remarqua le silence inhabituel qui régnait dans l'appartement. Une angoisse soudaine le saisit. Où étaient les filles? Il sortit précipitamment du bureau et vérifia chaque pièce. Le salon était vide, la cuisine aussi. Un frisson le traversa alors qu'il se dirigeait vers les chambres. Il ouvrit la porte de la chambre d'amis, celle où les fillettes dormaient, et sentit son angoisse s'évanouir immédiatement,
elles étaient là, recroquevillées l'une contre l'autre sur le grand lit, telles de petits chatons. Elles dormaient profondément, leur visage pour la première fois détendu depuis leur rencontre. Nathaniel resta un long moment à les observer. Il se produisit en lui quelque chose d'inexplicable, une chaleur au creux de la poitrine, dont il ne connaissait pas le nom. Jamais il n'aurait imaginé que la simple vision de deux enfants endormis puisse l'émouvoir à ce point. Derrière la porte entr'ouverte, il aperçut quelque chose qui l'incita à l'ouvrir un peu plus. Dans l'espace minuscule entre les deux filles, il y avait un dessin sur une feuille de papier, probablement prise dans son bureau. C'était une maison, un dessin rudimentaire comme tous ceux d'enfants, avec 3 personnages devant, 2 petits et un grand. Un nœud se forma dans la gorge de Nathaniel. Il referma délicatement la porte et retourna au salon. Il se demanda quoi faire. La raison lui dictait qu'il valait mieux qu'elles aillent dans un foyer, où des professionnels pourraient s'occuper d'elles, gérer leur traumatisme et leur offrir la stabilité dont elles avaient besoin. Mais une autre partie de lui qu'il ne reconnaissait pas, une partie qui venait de se réveiller, s'opposait à l'idée de les renvoyer quelque part. Cette partie remarquait que l'appartement, auparavant froid et impersonnel, semblait à présent plein de vie en leur présence. Et que ce silence qu'il chérissait tant, devenu autrefois un refuge, paraissait aujourd'hui vide quand elle se taisait trop longtemps. Son téléphone vibra, c'était Geller, encore. J'y ai réfléchi, annonça l'avocat dès que Nathaniel décrocha. Je connais un excellent refuge dans le Connecticut, très bien géré, qui s'efforce de ne pas séparer la fratrie. Les filles y seraient bien, le temps de trouver une solution plus pérenne. Le Connecticut, si loin de New York, si loin de lui. Pourquoi cela le dérangeait-il autant? Il y a 4 jours, il ne connaissait même pas ses enfants. Pourquoi l'idée de les éloigner, même dans un endroit sûr, lui faisait-elle mal? Merci, Martin, répondit-il d'une voix mécanique. Je vais y réfléchir. Lorsqu'il raccrocha, Nathaniel resta longtemps immobile, fixant un point sur le mur. Logiquement, Geller avait raison, un bon foyer serait la meilleure solution à long terme. Les jumelles avaient besoin d'une vraie famille, pas d'un quadragénaire incapable de s'occuper de lui-même, sans parler de 2 enfants. Puis il repensa à ce qu'il avait surpris tout à l'heure, tout le monde le fait. Et à la peur dans leurs yeux quand il avait évoqué un foyer. Aux 2 fillettes qui dormaient, collées l'une contre l'autre. À la façon dont Rose lui avait touché le bras, le matin même, pour le réconforter. Ce simple dessin les représentant tous les 3 devant une maison. Il alla jusqu'à la grande baille vitrée de l'appartement. La ville se déployait devant lui, s'illuminant peu à peu à la tombée du jour. Il y a 4 jours, il était prêt à tout quitter, à mettre fin à ses jours, faute de trouver le moindre sens à ce qui l'entourait. Et maintenant? Maintenant, 2 petites vies dormaient sous son toit. 2 enfants qui, pour une raison incompréhensible, lui faisaient assez confiance pour s'assoupir paisiblement chez lui, pour les dessiner tous les 3, malgré les épreuves qu'elles avaient déjà endurées. Il songea aux nuits passées seul dans cet appartement, à avaler des somnifères avec du whisky pour chasser les souvenirs douloureux, à quel point le silence l'étouffait, et à combien il était passé près de renoncer. « S'il vous plaît, monsieur, ne faites pas ça. » Ces mots, murmurés sur le pont, représentaient le premier élan de sollicitude qu'il recevait depuis des mois, et il venait de 2 petites filles qui, en vérité, avaient bien plus de raisons de baisser les bras que lui. Pour la première fois depuis longtemps, Nathaniel ressentait autre chose que le vide qui le dévorait. Il ne pouvait pas dire que c'était du bonheur, pas encore, mais c'était quelque chose, un inconfort, un trouble, et en même temps, un étrange besoin de protéger ces 2 fillettes frêles qui, ironiquement, venaient de lui sauver la vie. Il reprit son téléphone et écrivit un message à Geller. « Je vais réfléchir à cette option dans le Connecticut. Pour le moment, elle reste avec moi. » Il envoya le texto avant de pouvoir se raviser. C'était une folie, bien sûr, complètement irrationnelle, promis à l'échec peut-être. Mais tandis qu'il reposait le téléphone et retournait, à pas feutrés, près de la chambre pour regarder encore les fillettes endormies, Nathaniel comprit que, pour la première fois depuis des années, il faisait quelque chose sans calcul, sans stratégie, sans intérêt personnel. Il agissait par pur instinct. Et, étrangement, cela ne l'effrayait plus. 2 semaines s'étaient écoulées depuis que Lily et Rose étaient entrées dans la vie de Nathaniel. L'appartement de la 5e avenue, autrefois un espace stérile au design épuré, présentait désormais de petits signes de vie partout, des dessins accrochés au réfrigérateur avec des aimants, une paire de petites baskets à l'entrée, des gobelets colorés dans la cuisine. Assis dans son bureau, Nathaniel attendait un appel important. Il ne s'agissait pas de travail, cette fois, mais de quelque chose de bien plus urgent à ses yeux. Le téléphone sonna. « Alors, des nouvelles, Parker ?»
demanda-t-il aussitôt. Bonjour à toi aussi, Nat, répondit Frank Parker, le détective privé que Nathaniel avait engagé une semaine plus tôt. Parker était un ancien flic, avec une réputation irréprochable et une discrétion absolue, des qualités pour lesquelles Nathaniel le payait très généreusement. Désolé, fit Nathaniel en se massant les yeux fatigués. Je ne dors pas beaucoup, en ce moment. Les filles te causent des soucis? Non, ce n'est pas ça. Elles ne font presque pas de bruit? C'est juste... Nathaniel hésita, ne sachant comment formuler ce qu'il ressentait, comment expliquer qu'il passait des heures éveillé. En se demandant ce qui avait bien pu leur arriver, en imaginant quelles circonstances pouvaient pousser deux enfants aussi jeunes à vivre seuls dans la rue. C'est compliqué, ça l'est toujours, répondit Parker avec la sagesse de quelqu'un qui en a trop vu. J'ai quelques informations préliminaires, ce n'est pas grand-chose, mais c'est un début. Nathaniel se redressa sur sa chaise. Je vous écoute. D'après les descriptions physiques, l'âge approximatif et les prénoms, j'ai identifié 3 paires de jumelles correspondant au profil. 2 sont exclus, l'une vit avec sa famille dans le New Jersey, l'autre a été adoptée par un couple l'année dernière. La 3e paire, Lily et Rose Collins, dit Parker, est née à l'hôpital Bellevue il y a 5 ans et demi. Les parents, Thomas et Maria Collins, sont décédés dans un accident de voiture lorsque les fillettes avaient 3 ans. Nathaniel ressentit un pincement au cœur. Orpheline si jeune? Qu'est-il arrivé après l'accident? Aucune famille proche n'a accepté de les prendre en charge. Les filles sont allées dans le système d'accueil. Elles sont passées par 2 foyers temporaires avant d'être envoyées au Sunshine Home, dans le Queens. Sunshine Home? Répéta Nathaniel en notant le nom. Un foyer d'accueil qui a fermé il y a environ 1 an à cause d'irrégularités administratives. Voilà la partie étrange, Nat. Après la fermeture de Sunshine, il n'existe aucune trace officielle du lieu où les filles ont été transférées. Elles se sont juste volatilisées du système. Comment est-ce possible? On parle d'enfants, pas de dossiers perdus. Le système est débordé, expliqua Parker. Des enfants passent entre les mailles du filet en permanence, surtout quand des institutions ferment brutalement. Les documents se perdent, les transferts ne sont pas correctement enregistrés, c'est plus courant qu'on ne le pense. Nathaniel se leva, incapable de contenir son indignation. Donc 2 petites filles disparaissent et personne ne le remarque? Personne ne les recherche? Je n'ai pas dit que personne ne le remarquait, corrigea patiemment Parker. J'ai dit que le système est défaillant. Il y a des travailleurs sociaux qui font de leur mieux, mais avec très peu de ressources. Nathaniel prit une profonde inspiration pour calmer sa colère. Je suis désolé, c'est juste, comment est-ce possible au XXIe siècle, à New York? Si ça peut te rassurer, ça ne se limite pas à New York. Ça arrive partout dans le pays. Cela ne le rassura pas du tout, au contraire. Quoi d'autre as-tu découvert sur leur famille? Demanda Nathaniel, changeant de sujet. Le père était mécanicien, la mère travaillait à temps partiel comme caissière dans un supermarché. Ils vivaient dans un petit appartement dans le Bronx. Rien d'extraordinaire, juste une famille modeste qui s'en sortait comme elle pouvait. Une famille ordinaire détruite par un accident. Ça pourrait arriver à n'importe qui. Il me faut plus d'informations sur ce qui s'est passé après la fermeture de Sunshine, dit Nathaniel en commençant déjà à planifier ses prochaines démarches. Je veux des noms de membres du personnel, des dossiers, tout ce qui pourrait nous dire comment ces fillettes se sont retrouvées à la rue. Je m'en occupe, le rassura Parker. J'ai le nom de l'assistante sociale en charge de leur dossier. Je vais essayer d'organiser un entretien. Si quelqu'un peut nous donner des réponses, c'est bien elle. Tiens-moi au courant, Med? Nathaniel acquiesça. Et, Parker, discrétion absolue. Je ne veux pas leur faire peur ni attirer l'attention sur elle. Comme toujours, Nat. On travaille ensemble depuis assez longtemps pour que tu saches que je suis une tombe. Après avoir raccroché, Nathaniel resta immobile, tentant d'assimiler ces informations. Lily et Rose Collins, des enfants qui avaient autrefois une famille, une vie normale, jusqu'à ce que le destin s'en mêle si cruellement, suivi d'un abandon institutionnel. Comment avait-elle survécu dans la rue? Depuis combien de temps était-elle livrée à elle-même? Un petit bruit rompit le cours de ses pensées. Il se retourna pour voir Rose, debout sur le seuil de son bureau, le regardant de ses yeux sombres et graves, bien trop âgée pour ses 5 ans. « C'est l'heure du déjeuner, » dit-elle, d'une voix encore timide malgré 2 semaines passées à vivre ici. Nathaniel regarda l'heure, surpris, il était déjà presque 13 heures. « Tu as raison, » répondit-il en se levant. « Voyons ce qu'on peut préparer à la cuisine. » Lily se tenait déjà sur un tabouret,
examinant le contenu du réfrigérateur avec l'intensité d'une scientifique étudiant un spécimen rare. « On peut faire des sandwichs ?» demanda-t-elle quand elle vit Nathaniel. « D'accord, » dit-il, repensant malgré lui à sa conversation avec Parker. Il regarda les fillettes, Lily et Rose Collins, et ressentit une douleur presque physique en imaginant tout ce qu'elles avaient traversé. « Ou alors, on peut commander autre chose aujourd'hui. Une pizza? Un plat chinois ?» Les yeux des deux filles s'ouvrirent en grand. « On peut choisir ?» demanda Lily, incertaine. « Bien sûr que vous pouvez. » Après un bref conciliabule chuchoté, elles optèrent pour la pizza. Nathaniel passa la commande pendant que les fillettes mettaient la table, une tâche qu'elles avaient spontanément adoptée ces derniers jours. En les observant, il remarqua de petits changements par rapport aux enfants apeurés qu'il avait trouvés sur le pont. Elles avaient meilleure mine, leur visage était moins creusé, leur regard moins voilé par la peur. Elles portaient désormais des vêtements propres et à leur taille. Leurs cheveux, bien entretenus, étaient généralement attachés en tresses identiques que Karen, son assistante, avait appris à Nathaniel à faire, après l'avoir surpris en train de regarder des tutoriels sur son téléphone au bureau. « Qu'est-ce qu'on fait après le déjeuner ?» demanda Lily en posant des serviettes sur la table. Nathaniel hésita. En temps normal, il se serait remis au travail aussitôt après manger. C'était ce qu'il avait toujours fait, même avant les filles. Mais aujourd'hui, après avoir discuté avec Parker, l'idée de s'enfermer à nouveau dans son bureau lui parut déplacée. « Je pensais... » Il s'interrompit, surpris par ses propres mots. « Peut-être qu'on pourrait aller au parc. » Les fillettes cessèrent ce qu'elles faisaient pour le regarder, sceptiques. « Vraiment ?» demanda Rose. « Si vous voulez, » confirma Nathaniel. « Il fait beau. » C'est ainsi que, 2 heures plus tard, Nathaniel Wells, PDG de l'une des plus grandes firmes d'investissement de la côte, se retrouva assis sur un banc à Central Park, à observer 2 petites filles jouer dans une aire de jeu. C'était la première fois qu'ils sortaient tous ensemble en public, et il se sentait étrangement exposé, comme si tout le monde pouvait voir qu'il n'avait aucune idée de ce qu'il faisait. Son téléphone ne cessa de sonner, emails, messages, tous liés au travail. Il les ignora, les yeux rivés sur les filles. Quelque chose de fascinant se dégageait de les voir enfin se comporter comme des enfants ordinaires. Lily grimpa hardiment au sommet du toboggan avant de glisser, tandis que Rose préféra la balançoire, demandant parfois à Nathaniel de la pousser plus haut. À cet instant précis, en poussant Rose et en l'entendant rire pour la première fois, Nathaniel se rendit compte qu'il souriait. Pas ce sourire calculé dont il usait en réunion, mais un sourire sincère, venu d'un endroit en lui qui était depuis longtemps en sommeil. Sur le chemin du retour, les fillettes marchaient à ses côtés, chacune tenant une de ses mains. Un geste simple qui, 2 semaines plus tôt, aurait été inimaginable. Les passants leur adressaient des sourires, sans doute en se figurant qu'ils formaient une famille normale, un père et ses filles jumelles profitant d'un samedi après-midi. « Je peux te demander quelque chose ?» dit Lily alors qu'ils entraient dans l'ascenseur pour monter à l'appartement. « Bien sûr » répondit Nathaniel. « Tu es notre papa, maintenant ?» La question le prit totalement au dépourvu. Il avala difficilement sa salive, incertain de la réponse. « Non. Je ne suis pas votre papa », finit-il par dire, conscient du caractère insatisfaisant de cette réplique. « Mais je m'occupe de vous, pour le moment. » « Combien de temps ça dure, pour le moment ?» demanda Rose, sa voix à peine audible. Encore une question à laquelle il n'avait pas de réponse. En vérité, il n'avait prévu que les quelques jours suivants. Il n'aurait jamais pensé qu'en les ramenant chez lui, cette nuit pluvieuse, il se retrouverait 2 semaines plus tard toujours avec elle, déjà si investi dans leur vie, tenant autant à elle. « Je ne sais pas », admit-il avec honnêteté. « J'essaie de comprendre ce qui est le mieux pour vous. »« Restez ici, c'est mieux », déclara Lily avec la conviction de celle qui a déjà vu tous les chemins possibles et a fait son choix. L'ascenseur s'arrêta à leur étage, épargnant à Nathaniel la nécessité de répondre. Mais les mots de Lily résonnèrent en lui pour le reste de la journée. Ce soir-là, après avoir couché les filles dans une chambre désormais réaménagée rien que pour elles, avec 2 petits lits et une veilleuse en forme d'étoile projetant des constellations au plafond, Nathaniel s'installa seul dans son salon plongé dans l'obscurité, un verre de whisky intact posé devant lui. Son téléphone vibra, un message de Parker, « J'ai réussi à organiser un rendez-vous avec l'ex-assistante sociale des filles pour lundi. » Nathaniel répondit aussitôt, « J'y serai. » Cela impliquait de réorganiser complètement son emploi du temps, d'annuler des rendez-vous importants, de déléguer des tâches qu'il n'aurait jamais déléguées en temps normal. Un mois plus tôt, l'idée même de bouleverser son agenda professionnel pour des raisons personnelles aurait été impensable. Mais il y a un mois,
Il était sur le point de sauter d'un pont, persuadé que sa vie n'avait plus aucun sens. À présent, en regardant le couloir qui menait à la chambre des fillettes, Nathaniel comprit que quelque chose d'essentiel avait changé. Pour la première fois depuis des années, peut-être la première fois depuis la naissance d'Emma, il se souciait vraiment de quelque chose qui n'était ni des chiffres sur un tableau, ni des contrats, ni des fusions, ni la prochaine affaire à conclure. Il reprit son téléphone et envoya un email à toute son équipe dirigeante. Je travaillerai à distance pendant les prochaines semaines. Vous pouvez me joindre par email ou téléphone en cas d'urgence. Les réunions sont reportées jusqu'à nouvel ordre. Il appuya sur envoyer en sachant qu'il allait provoquer un mini-séisme dans la société. Le grand Nathaniel Wells, réputé pour sa présence constante et son dévouement sans faille, qui travaillait soudain depuis chez lui. Il y aurait des rumeurs, des spéculations, des inquiétudes de la part du conseil d'administration. Et, pour la première fois, il s'en moquait éperdument. Lundi arriva vite. Après avoir laissé les jumelles chez Karen, qui s'était proposée pour les garder son jour de congé, clairement sous le charme des fillettes, Nathaniel rejoignit Parker dans un café discret du Lower East Side. Elle ne devrait pas tarder, l'informa Parker en consultant sa montre. Melissa Torres. Elle a été l'assistante sociale des filles pendant presque 2 ans. Nathaniel hocha la tête, se sentant nerveux sans savoir pourquoi. Peut-être craignait-il ce qu'il allait découvrir. Melissa Torres était une femme d'âge moyen, avec des cernes marquées et un air perpétuellement fatigué, mais un regard vif et attentif. « Monsieur Wells » dit-elle après les présentations. « Frank m'a dit que vous vous occupez des sœurs Collins. J'ai été surprise, c'est le moins qu'on puisse dire. Je les ai cherchées pendant des mois. Je les ai trouvées il y a quelques semaines, » expliqua Nathaniel, veillant à ne pas préciser les circonstances exactes. Elle semblait être livrée à elle-même depuis un bon moment. Quand le Sunshine Home a fermé, ça a été le chaos total. Ça s'est produit presque du jour au lendemain. Corruption, détournement de fonds, tout y est passé. Les enfants ont été répartis dans d'autres établissements, sans quasiment aucune organisation. Et les jumelles? Elles étaient censées être envoyées au foyer Saint-Vincent, au moins c'était le plan. Elle fit une pause, buvant une gorgée de café. Mais quand j'ai vérifié une semaine plus tard, elles n'y étaient pas. D'après les registres, elles n'y ont même jamais mis les pieds. Comment est-ce possible? S'indigna Nathaniel, sentant la colère remonter en lui. Que puis-je dire? Quelqu'un a du mal faire son travail. Le transfert physique des enfants est géré par des transporteurs, des gens spécialement engagés pour ça. Il existe officiellement un système de signature et de confirmation, mais dans la pratique. Elle secoua la tête. J'ai lancé une enquête, mais avec des centaines d'enfants déplacés en même temps, sans registre fiable, c'était comme chercher une aiguille dans une botte de foie. Donc 2 fillettes de 4 ans disparaissent, et personne n'a eu à rendre de compte? Melissa le regarda d'un air mêlé de lassitude et de défense. Monsieur Wells, j'avais 63 cas en cours quand Sunshine a fermé. 63 enfants à suivre, à visiter, à évaluer. J'ai fait tout mon possible pour les retrouver, même en dehors de mes heures de travail. Mais le système, il est défaillant. Nathaniel sentit sa colère retomber, laissant place à une tristesse résignée. Cette femme, manifestement dévouée, n'était pas coupable. C'était tout un système défectueux qui permettait à des enfants vulnérables de disparaître. « Je suis désolé, dit-il. Je sais que ce n'est pas votre faute. C'est juste qu'elles sont si petites, si fragiles. Comment vont-elles, maintenant? Physiquement, je veux dire. Mieux. Elles étaient maigres et apeurées quand je les ai trouvées. Maintenant, elles mangent bien, dorment mieux. » Il hésita. Mais elles parlent rarement du passé. Je n'ai aucune idée de ce qu'elles ont vécu après avoir quitté le système. C'est peut-être mieux ainsi, pour le moment, estima Melissa. Le traumatisme de l'enfance est complexe. Elles en parleront quand elles se sentiront prêtes. Nathaniel acquiesça pensivement. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Légalement, je veux dire. Techniquement, elles restent sous la tutelle de l'État de New York. La procédure habituelle voudrait qu'on prévienne les services sociaux pour qu'elles réintègrent le système. Elle fit une pause. Mais, compte tenu de leur parcours, j'ai des réserves. Le système les a déjà laissées tomber une fois. Et si? Nathaniel hésita, surpris par sa propre proposition. Et si je voulais continuer à m'occuper d'elles? Pas seulement temporairement. Un éclat de surprise ou peut-être d'espoir apparut dans le regard de Melissa. Ce serait inhabituel. Vous n'avez aucun lien préalable avec elle, aucune formation d'accueil, mais pas impossible, admit-elle. Non, pas impossible. Surtout pour quelqu'un avec vos ressources.
Mais ce sera un long processus, des évaluations, des visites à domicile, des vérifications d'antécédents. Et même dans ce cas, le système privilégie la réunification familiale ou l'adoption traditionnelle, par des couples. Nathaniel assimila ces informations, réfléchissant à ce que cela impliquait. Et elles, qu'est-ce qu'elles veulent? Demanda Mélissa. Elles ont exprimé un désir? Elles veulent rester avec moi, répondit-il en repensant aux mots de Lily dans l'ascenseur. En tout cas, c'est ce qu'elles disent. Et vous, monsieur Wells, qu'est-ce que vous voulez? La question désarçonna Nathaniel. Que voulait-il vraiment? Il n'y a pas si longtemps, la réponse aurait été simple, reprendre sa vie normale, solitaire mais prévisible, et laisser des professionnels compétents s'occuper des filles. Mais maintenant, il pensa à quel point son appartement était différent avec elle, à quel point il se sentait différent. Comment, pour la première fois depuis tant d'années, il ressentait un but qui dépassait le fait de simplement exister. « Je veux ce qu'il y a de mieux pour elle », finit-il par dire. Mélissa sourit, comme si c'était la seule bonne réponse possible. Dans ce cas, je suggère de commencer par les bases, régulariser leur situation, vous assurer qu'elle soit officiellement sous votre garde provisoire pendant qu'on étudie la suite. Je peux vous aider avec la paperasse, si vous le voulez. Merci, répondit Nathaniel, sentant un étrange soulagement l'envahir. Ça me serait d'une grande aide. Quand il rentra chez lui, ce soir-là, il trouva les jumelles assises sur le tapis du salon avec Karen, apparemment plongées dans un jeu complexe mélangeant dessins et récits inventés. « Nat !» s'écria Lily en le voyant, bondissant sur ses pieds. « On a fait des dessins de tout le monde. » Elle courut vers lui, un papier à la main. Le dessin représentait 3 silhouettes, une grande, vêtue d'un costume, et 2 petites, se tenant la main. Au-dessus de la maison figurant en arrière-plan, elle avait écrit, de lettres maladroites, « Notre maison ». Nathaniel sentit quelque chose de chaud et lourd se loger dans sa poitrine. « C'est magnifique », dit-il d'une voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. Rose, restée sur le tapis, l'observait avec attention. « Tu vas nous renvoyer ?» demanda-t-elle, reprenant la même question qu'elle posait quasiment tous les jours, comme si elle craignait que la réponse ne change brusquement. « Non, répliqua Nathaniel, se surprenant lui-même par la fermeté de son ton. « Je ne vais pas vous renvoyer. » Et pour la première fois depuis qu'il les avait rencontrés, il le croyait sincèrement. Ainsi s'écoula un mois depuis la formalisation de la tutelle provisoire de Lily et Rose par Nathaniel. La vie dans l'appartement de la 5e avenue s'organisa en une routine étonnamment stable. Les matins commençaient tôt, les fillettes se réveillant avant lui et attendant sagement dans leur lit d'entendre du mouvement dans le couloir. Petit déjeuner ensemble, puis Nathaniel travaillait quelques heures dans son bureau pendant que les jumelles restaient avec Karen ou la préceptrice privée qu'il avait engagée pour rattraper leur retard scolaire. L'après-midi, selon son emploi du temps, ils allaient parfois au parc, dans un musée adapté aux enfants ou restaient à l'appartement à lire ou à regarder des films, des activités dont Nathaniel n'aurait jamais cru qu'il pourrait un jour les apprécier. Les soirées étaient toujours réservées à tous les trois, dîner ensemble, raconter la journée, puis l'histoire du soir avant de s'assurer qu'ils seraient bien là au réveil. C'était une routine si éloignée de son ancienne vie que, parfois, Nathaniel avait du mal à se souvenir de ce qu'il faisait auparavant, de ses journées vides et solitaires, de ses nuits d'alcool cher et de somnifères, de cette sensation constante que rien n'avait réellement d'importance. Ce vendredi soir, Nathaniel se tenait devant la porte de la chambre des filles, les regardant dormir. Comme toujours, elles avaient rapproché leur lit au milieu de la pièce, tourné l'une vers l'autre, comme si même endormies elles avaient besoin de se confirmer mutuellement leur présence. Doucement, il ajusta la lampe en forme d'étoile pour que la constellation projetée recouvre mieux le plafond. C'était un objet simple, presque anodin, mais que les filles adoraient. Elle ressemble aux étoiles qu'on voyait quand on dormait dans la rue, avait un jourdi rose, avec un pragmatisme qui avait brisé le cœur de Nathaniel. Mais celles-ci sont plus jolies et ne donnent pas froid. Il referma délicatement la porte et rejoignit Frank Parker, installé dans le salon avec la discrétion qui le caractérisait. Le détective l'avait appelé plus tôt, disant avoir de nouvelles informations sur le passé des jumelles. « Désolé de t'avoir fait attendre », dit Nathaniel en lui proposant un verre, que Parker refusa d'un geste. « Pas de problème. Je me doute que coucher des enfants doit être une science compliquée. Tu n'as pas idée, sourit faiblement Nathaniel. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé ? Parker ouvrit sa mallette et sortit quelques photos et documents. J'ai réussi à reconstituer une partie de la période entre la fermeture de Sunshine Home et le moment où tu les as trouvés. Ce n'est pas joli, Nat. Je m'en doutais, répondit Nathaniel, se préparant mentalement.
Comme on le supposait, après la fermeture du foyer, il y a eu une grande confusion quant au devenir de nombreux enfants. Les jumelles ne sont apparemment jamais arrivées à Saint-Vincent-S, là où elles devaient aller. Alors qu'est-ce qui leur est arrivé? Parker hésita, ce qui ne lui ressemblait pas. J'ai retrouvé une ancienne employée de Sunshine Home, Janet Morris. Elle se souvient très bien des jumelles. Elle dit que, le jour de la fermeture, une femme nommée Gloria Peters est arrivée en prétendant être une parente éloignée des filles et les a emmenées. Il n'y avait pas de papier en bonne et due forme, mais avec tout le chaos, personne n'a vérifié. Nathaniel sentit sa colère familière monter. Et c'est qui, cette Gloria Peters? C'est là que ça se corse, elle n'était pas de la famille. C'était ce qu'on pourrait appeler une collectrice d'enfants. Nathaniel répéta, incrédule, une collectrice d'enfants. Le terme lui laissa un goût amer. Peters avait une combine. Elle repérait des enfants vulnérables dans le système, de préférence mignons et en bonne santé, et les sortait pendant des périodes de chaos administratif, comme les transferts ou les fermetures d'établissements. Parker fit glisser une photo sur la table. Une femme d'âge moyen, les cheveux teints en blond, souriant d'un air froid. Qu'est-ce qu'elle faisait de ses enfants? Demanda Nathaniel, redoutant la réponse. Elle les utilisait pour différentes arnaques. Certains devaient faire la manche, d'autres vendre des babioles aux touristes. Il y a aussi des soupçons de fraude à l'aide sociale, avec de faux documents. Nathaniel ferma les yeux un instant, imaginant les jumelles en train de mendier dans une station de métro ou à l'angle d'une rue bondée. C'était une organisation plutôt structurée, poursuivit Parker. Peters gardait plusieurs enfants dans un appartement du Queens. D'après les voisins, les conditions étaient déplorables, surpopulation, insalubrité, nourriture insuffisante. Combien de temps Lily et Rose sont-elles restées avec elle? Au moins 6 mois, peut-être plus. Mais voilà la partie qui explique comment elles ont fini seules. Il y a environ 3 mois, la police a commencé à enquêter sur Peters suite à des dénonciations anonymes. Avant qu'ils puissent l'arrêter, elle a pris la fuite en abandonnant les enfants dans l'appartement. Elle les a simplement laissés derrière elle? L'incrédulité transparaissait dans la voix de Nathaniel. Parker acquiesça, l'air sombre. Quand la police est finalement entrée, ils ont trouvé 4 enfants, mais pas Lily et Rose. Les autres ont dit qu'ils étaient plus nombreux, et que certains se sont sauvés en voyant que Peters ne reviendrait pas, dont sans doute les jumelles. Et voici la partie la plus intéressante. Parker sortit un autre document. J'ai récupéré la déposition d'un des enfants découverts dans l'appartement. Il a mentionné spécialement les sœurs jumelles, toujours collées l'une à l'autre, disant qu'elles étaient débrouillardes et savaient survivre dans la rue. Nathaniel sentit un mélange confus de fierté et d'horreur. Fierté devant la résilience et l'ingéniosité des filles, horreur à l'idée que des enfants si jeunes aient dû développer des aptitudes pour survivre dehors. Elles ont donc été seules au moins 3 mois avant que je ne les trouve, conclut-il. On dirait bien. C'est incroyable qu'elles aient tenu aussi longtemps, surtout à leur âge. Nathaniel pensa à elle, endormie dans la pièce voisine, si petite et fragile en apparence, mais apparemment bien plus forte qu'on ne pouvait l'imaginer. Où est Peters, maintenant? Demanda-t-il, la voix teintée d'une menace à peine voilée. Disparue. Un mandat d'arrêt est lancé contre elle dans 3 États, mais ce genre de personne sait très bien changer d'identité. Elle opère peut-être déjà dans une autre ville, sous un autre nom. Après le départ de Parker, Nathaniel resta longtemps seul dans le noir. Les nouvelles informations lui pesaient comme une pierre. Que faire de tout cela? Devait-il tout raconter aux jumelles? Elles étaient si jeunes, mais elles avaient déjà vu tant de choses. Peut-être méritaient-elles de connaître la vérité sur leur passé. Son téléphone vibra, un message de Melissa Torres, rappel, visite officielle de suivi mardi à 10h. Merci d'avoir les dossiers médicaux et scolaires des filles. Le message le ramena à la réalité immédiate. L'audience pour statuer sur la tutelle permanente approchait. Melissa avait été d'une aide précieuse, mais elle l'avait averti. Le système tend à placer les enfants dans des familles classiques, idéalement un couple ayant déjà une expérience parentale. L'idée de perdre les jumelles, de les voir confiées à des inconnus, lui serra le cœur. En même temps, son esprit rationnel et logique se demandait si ce ne serait pas effectivement mieux pour elle. Que pouvait-il leur offrir? Il était un divorcé de la quarantaine, workaholic, avec un passé de relations ratées. Il ne savait rien de l'éducation des enfants. Sa seule tentative, sa propre fille, avait été un échec, et elle refusait de lui parler aujourd'hui. Lily et Rose méritaient mieux. Elles avaient besoin de stabilité, de normalité, de parents qui s'y connaissaient, capables de les aider à surmonter leur traumatisme, de leur redonner tout ce qu'elles avaient perdu.
Et s'il était égoïste en voulant les garder? Et si son attachement grandissant n'était qu'une façon de combler un vide dans sa propre vie, plutôt que de réellement servir leurs intérêts? Ses doutes le rongèrent toute la nuit, puis le lendemain. Il observa les jumelles avec un regard neuf, guettant les traces des sévices qu'elles avaient endurées, se demandant s'il était réellement capable de les aider à guérir de blessures si profondes. Le dimanche, Nathaniel prit une décision. Il appela Mélissa. « Il faut qu'on parle », dit-il dès qu'elle décrocha. « Au sujet de l'avenir des filles. »« Il est arrivé quelque chose ?» s'inquiéta-t-elle. « Non, elles vont bien, c'est juste que... » Il hésita. « Je me demande si je suis vraiment la meilleure solution à long terme pour elles. » Un bref silence se fit à l'autre bout du fil. « Je vois », finit par dire Mélissa. « On peut se retrouver demain pour en discuter ? À mon bureau, 9 heures ? D'accord. » Nathaniel raccrocha, le cœur lourd. C'était la bonne décision, se répéta-t-il. Les filles avaient droit à une vraie famille, pas à un tuteur de remplacement improvisé. Cet après-midi-là, comme pour compenser ce qu'il considérait déjà comme une trahison imminente, il emmena les jumelles aux eaux de Central Park. Les voir s'extasier devant les animaux, surtout Rose qui trépignait littéralement devant les pingouins, ne fit qu'alourdir son fardeau. Lily, elle, n'arrêtait pas de poser des questions sur chaque espèce, absorbant ses réponses comme une éponge. « Pourquoi tu es triste ?» demanda soudain Lily sur le chemin du retour. Nathaniel fut décontenancé. « Je ne suis pas triste. »« Si. Tes yeux sont différents, » rétorqua-t-elle, catégorique. La lucidité de l'enfant le désarma. Comment expliquer ce qu'il ressentait? Comment dire qu'il envisageait de les confier à d'autres pour leur bien? « Je pense à des choses du travail, » ment-il. Lily ne sembla pas convaincue, mais n'insista pas. À la place, elle lui serra la main un peu plus fort, comme si elle voulait l'empêcher de partir par la seule force de ses petits doigts. De retour à l'appartement, les jumelles coururent dans leur chambre pour y ranger les souvenirs qu'il leur avait offerts. Un livre illustré sur les animaux pour Lily et une peluche pingouin pour Rose. Seul dans le salon, Nathaniel regarda autour de lui. L'appartement avait énormément changé ces dernières semaines. Là où autrefois régnait une froideur minimaliste, tout respirait désormais la vie. Il y avait des dessins d'enfants accrochés au réfrigérateur, des jouets plus ou moins bien rangés dans des bacs colorés, et des photos des jumelles sur la cheminée autrefois vide. La transformation n'était pas qu'esthétique. Pour la première fois depuis des années, ces journées avaient un sens. Il se levait en pensant aux filles, et non plus aux indicateurs boursiers ou à la chute d'un titre. Il planifiait son temps en fonction de leurs besoins, pas de ceux des conseils d'administration. Et, étonnamment, cela ne lui manquait pas du tout. Mais était-ce suffisant? Et si, malgré toute sa bonne volonté, il était incapable de leur offrir ce dont elles avaient réellement besoin? Le lendemain matin, il revêtit son plus beau costume pour aller voir Mélissa. Un vieux réflexe, s'armer de professionnalisme avant une discussion difficile. Avant de partir, il s'arrêta devant la chambre des jumelles pour leur dire au revoir. Comme toujours, elles étaient déjà réveillées, à jouer tranquillement dans leur lit. « J'ai un rendez-vous » leur expliqua-t-il. « Karen arrivera bientôt pour rester avec vous. Tu reviendras manger avec nous ?» demanda Rose, les grands yeux sombres fixés sur lui. « Probablement pas, » dit-il, hésitant. « Ce sera sans doute un long rendez-vous. »« Un rendez-vous pourquoi ?» demanda Lily, toujours aussi curieuse. Nathaniel sentit sa gorge se serrer. « Pour l'avenir » finit-il par dire. Les sœurs échangèrent un regard lourd de sens, cette communication silencieuse qui leur était si naturelle. « Notre avenir » demanda Rose, d'une voix si basse qu'il l'entendit à peine. La question le surprit. Comment faisait-elle pour toujours comprendre l'essentiel? « Oui » répondit-il honnêtement. « Je veux savoir ce qui est le mieux pour vous. » Un nouveau coup d'œil complice passa entre les jumelles, puis, à la surprise de Nathaniel, elles sautèrent de leur lit pour venir s'accrocher à lui, chacune à une manche de sa veste. « Ne laisse personne nous emmener, » dit Lily, le visage soudain grave. « S'il te plaît. On veut rester avec toi. » Rose enchaîna, les yeux brillants de larmes, « Oui. Les adultes nous laissent toujours, un jour ou l'autre. Ils ne veulent jamais qu'on reste. » Leur sincérité déchirante ranima une blessure en Nathaniel. Évidemment, elle craignait le pire, puisque toute leur jeune vie n'avait été qu'une suite d'abandon et de trahison. Pourquoi cette fois-ci serait-elle différente? Il commença, puis s'arrêta, incapable de leur mentir. Au fond, il allait réellement discuter de la possibilité qu'elle parte, s'il jugeait qu'un autre foyer serait meilleur pour elle. « Je veux juste m'assurer que vous ayez la meilleure vie possible. »
C'est toi, la meilleure vie possible, déclara Lily avec la certitude inébranlable qu'ont parfois les enfants. Tu ne cries pas, ajouta Rose. Tu nous laisses toujours rester ensemble. Et tu fais des crêpes en forme d'animaux, poursuivit Lily, comme s'il s'agissait d'un critère primordial. Et tu nous emmènes au parc, tu nous as offert une étoile au plafond. Finit Rose. Nathaniel les regarda, comprenant soudain à quel point leur grille d'évaluation était différente de celle des services sociaux. Pour ces fillettes qui avaient vu le pire, ce qui importait était la sécurité, la permanence et des gestes de tendresse au quotidien. Et, pour une raison qu'il ne s'expliquait pas, elle voyait tout cela en lui, Nathaniel Wells, l'homme qui, un mois plus tôt, estimait sa propre vie sans valeur. « Je serai rentré pour déjeuner », finit-il par dire, la décision se formant malgré lui dans son esprit. « C'est promis. » Le bureau de Melissa Torres ressemblait exactement à ce qu'il imaginait pour une assistante sociale, exigu, encombré de dossiers, avec des affiches de motivation défraîchies sur les murs et une plante à moitié fanée sur le rebord de la fenêtre. « Merci d'être venu, Nathaniel, dit-elle en lui désignant une chaise. Tu semblais inquiet au téléphone. Je le suis, ou plutôt je l'étais. Je ne sais plus trop. Melissa inclina la tête, curieuse. Qu'est-ce qui a changé entre hier et aujourd'hui? Nathaniel réfléchit. Comment expliquer ce qui s'était passé après cette courte conversation avec les jumelles, le matin même? Quand je t'ai appelé, j'étais plein de doutes, commença-t-il. Après avoir découvert leur passé, les abus, l'abandon, je me suis demandé si j'étais vraiment capable de les aider à guérir. S'il ne valait pas mieux pour elles. S'éloigner avec une famille expérimentée qui sait comment gérer les traumatismes de l'enfance? Melissa hocha la tête avec compassion. C'est une préoccupation valable, et cela montre que vous vous souciez vraiment de leur bien-être. Mais ce matin, il s'arrêta, rassemblant ses pensées. Ce matin, ils m'ont encore surpris. D'une manière ou d'une autre, ils savaient exactement ce que je pensais, et ils m'ont supplié de ne pas les laisser partir. Ils sont terrifiés à l'idée d'être à nouveau séparés. Melissa nota. C'est compréhensible, compte tenu de leur histoire. Ce n'est pas seulement ça, poursuivit-il. La façon dont ils parlaient, comme s'ils étaient absolument certains que je suis la personne dont ils ont besoin. Et quand j'ai essayé d'expliquer que je veux juste ce qu'il y a de mieux pour eux, ils ont commencé à énumérer des raisons pour lesquelles je suis la meilleure option possible. Il sourit légèrement en y repensant. Apparemment, faire des pancakes en forme d'animaux est une qualification essentielle. Melissa sourit aussi. Les enfants ont leur priorité. Le fait, dit-il en redevenant sérieux, je me suis rendu compte que je me concentrais sur ce que je ne pouvais pas offrir, l'expérience, les connaissances en développement de l'enfant, une famille traditionnelle. Mais ce n'est pas ce qu'ils recherchent. Ils cherchent la sécurité, la stabilité, quelqu'un qui les aimera sans condition et ne les abandonnera pas. Et vous pensez pouvoir être cette personne? Demanda Melissa, d'un ton professionnel mais bienveillant. Nathaniel réfléchit un instant. Je ne sais pas si je serai parfait, je ferai probablement beaucoup d'erreurs. Mais je sais que je les aime et que je ferai n'importe quoi pour les garder en sécurité et les rendre heureuses. Est-ce que ça suffit? Melissa l'observa un moment avant de répondre. Nathaniel, j'ai travaillé avec des enfants traumatisés pendant près de 2 décennies. Vous savez ce que j'ai appris? L'amour et la constance suffisent généralement. Le reste, les techniques, les approches spécifiques peut s'apprendre. Il y a des thérapeutes, des livres, des groupes de soutien pour les parents adoptifs. Donc, vous pensez que je peux le faire? Être ce dont ils ont besoin? Je pense que vous l'êtes déjà, répondit-elle avec un sourire. Les filles vous font clairement confiance, se sentent en sécurité avec vous, surtout, elles veulent rester avec vous. Pour des enfants qui ont connu tant de ruptures, exprimer un tel désir avec autant de fermeté est très significatif. Nathaniel sentit quelque chose se relâcher en lui, une tension dont il n'avait pas conscience. Alors, au lieu de discuter d'alternatives, reprit-il, pouvons-nous parler de la façon de procéder à l'adoption? Le regard de Melissa s'élargit légèrement. L'adoption? Je pensais que nous parlions de tutelle permanente. J'y ai réfléchi. Si nous prenons cette voie, je veux le faire de la manière la plus complète et définitive. Je veux qu'elles sachent qu'elles sont ma famille pour de bon. Melissa sourit, manifestement ravie. Eh bien, cela change notre conversation. L'adoption est un processus plus complexe, mais pas impossible, surtout étant donné que les filles sont déjà sous votre garde et qu'il n'y a pas de parents biologiques qui en demandent la garde. Pendant les 45 minutes suivantes, ils discutèrent des procédures légales, des exigences et des évaluations nécessaires. À chaque détail, Nathaniel se sentit de plus en plus sûr de sa décision.
Ce ne serait pas facile, ni rapide, mais cela lui paraissait juste. Lorsqu'il quitta finalement le bureau de Melissa, il se sentait plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Il regarda sa montre, il avait encore le temps de s'arrêter quelque part avant de rentrer déjeuner. Il arriva à l'appartement juste à midi, comme promis. Les filles étaient dans le salon avec Karen, apparemment au milieu d'une leçon de mathématiques improvisée utilisant des cookies comme outil de calcul. « Nat !» s'exclama Lily en le voyant, sautant de sa chaise. « Tu es revenu !» La surprise dans sa voix, comme si elle avait vraiment douté qu'il revienne, lui serra le cœur. « Je l'avais promis, non ?» répondit-il en souriant. Rose s'approcha plus lentement, ses yeux cherchant sur son visage comme pour y lire des indices. « Le rendez-vous s'est bien passé ?»« C'était excellent, dit Nathaniel. En fait, j'ai quelque chose à vous montrer. » De la pochette qu'il portait, il sortit des papiers et les tendit aux filles. Ce n'étaient pas les papiers officiels d'adoption, ils viendraient bien plus tard, après le processus légal, mais des documents qu'il avait demandé à son avocat de préparer, des procurations, un testament mis à jour et d'autres dispositions légales garantissant que, quoi qu'il lui arrive, les filles resteraient ensemble et seraient prises en charge. « Vous ne comprendrez pas tous les mots, expliqua-t-il, ils sont compliqués. Mais ce qu'ils signifient est simple, je m'engage à être votre famille de manière permanente. » Les filles regardèrent les papiers, puis se regardèrent l'une l'autre, avant de reporter leur attention sur Nathaniel. « Comme pour toujours ?» demanda Lily, comme si elle craignait d'y croire. « Pour toujours, confirma-t-il. Si vous le voulez, si c'est votre souhait. » En réponse, les filles firent quelque chose qu'elles n'avaient jamais fait auparavant. Elles se jetèrent toutes les deux sur lui en un câlin simultané, assez fort pour presque le faire tomber. « Oui !» s'écria Lily. « Oui, on le veut, dit Rose sans rien ajouter de plus, le visage enfoui contre son torse. Mais Nathaniel sentit l'humidité de larmes silencieuses traverser sa chemise. Karen observait la scène, émue, essuyant discrètement une larme. Nathaniel lui adressa un merci silencieux par-dessus la tête des filles. Plus tard dans la journée, après le dîner, alors que les filles couraient dans le salon, occupées à un jeu complexe mêlant rire et excitation, Nathaniel s'assit sur le canapé et se contenta de les regarder. C'était ça, réalisa-t-il, qui lui manquait dans la vie. Quelque chose qu'aucune somme d'argent ou aucun succès professionnel ne pouvait lui apporter. Non seulement le son du rire d'un enfant, mais aussi ce sentiment de but profond qui naissait du fait d'être essentiel à quelqu'un, de faire une différence dans la vie d'un autre être humain. Ses peurs et ses doutes n'avaient pas entièrement disparu. Il craignait toujours de ne pas être un bon père, il redoutait encore de faire des erreurs, il se demandait s'il pourrait les aider à surmonter leur passé traumatique. Mais à présent, ces inquiétudes ne le paralysaient plus. Au contraire, elles le motivaient à apprendre, à grandir, à devenir la personne que Lily et Rose croyaient qu'il était. « Nat, regarde !» lança Lily, le tirant de ses pensées. « On a inventé une danse spéciale. » Les filles commencèrent à tournoyer au milieu de la pièce, leurs mouvements désordonnés et pourtant manifestement répétés en secret. Elles étaient maladroites, à contretemps, et absolument adorables. « Viens danser avec nous !» dit Rose en tendant la main vers lui. Nathaniel hésita un instant. L'ancien Nathaniel, sérieux et réservé, qu'il avait toujours été à l'âge adulte, ne se serait jamais prêté à une telle excentricité dans son propre salon. Mais cet ancien Nathaniel disparaissait peu à peu, remplacé par quelqu'un qui découvrait que la vraie vie, la vie qui a du sens, exigeait parfois un peu de légèreté. Il se leva et se joignit à elle, tentant d'imiter leurs mouvements et provoquant un éclat de rire avec ses efforts maladroits. Et tandis qu'ils dansaient ensemble, une famille improbable formée par des circonstances tout aussi improbables, Nathaniel ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis l'enfance. Une joie pure et simple, une joie qui, réalisa-t-il, n'avait pas besoin d'être méritée ou justifiée. On pouvait simplement la ressentir. Lily et Rose n'étaient plus seulement deux enfants qu'il avait rencontrés sur un pont. Elles étaient ses filles, sa famille. Et pour elle, il était prêt à affronter chaque peur et chaque doute que l'avenir pourrait apporter. La salle d'attente du cabinet d'avocat était élégante et discrète, avec de profonds fauteuils en cuir et des tableaux abstraits au mur. Nathaniel consulta sa montre pour la 3e fois en 5 minutes. Les papiers d'adoption l'attendaient dans le bureau de Martin Geller, marquant la fin d'un processus qui avait duré près d'un an d'évaluation, d'entretien, de visite à domicile, un an de paperasse interminable, de tests psychologiques et de vérification d'antécédents, un an d'attente, d'anxiété et d'espoir. Mais aujourd'hui, enfin, cette attente prendrait fin. Aujourd'hui, Lily et Rose Collins allaient officiellement devenir Lily et Rose Wells. Les filles, assises à côté de lui, semblaient aussi nerveuses que lui,
même si elles essayaient de le cacher. Elles étaient impeccablement habillées, chacune portant la tenue qu'elle avait choisie spécialement pour l'occasion, du bleu pour Lily, du vert pour Rose, l'une des rares différences qu'elles insistaient pour conserver malgré leur apparence identique. « C'est encore long ?» chuchota Lily en se penchant vers lui. « Bientôt » répondit Nathaniel en passant un bras autour de ses épaules. Maître Geller devait simplement vérifier quelques documents avant de nous appeler. « Et ensuite, c'est fini ?» demanda Rose, ses yeux sombres aussi sérieux que toujours. « Le processus légal, oui, » expliqua Nathaniel. « Après cela, vous serez officiellement mes filles, à tous points de vue, pour le reste de nos vies. » Les filles échangèrent un regard éloquent. À 6 ans, elles comprenaient déjà l'importance de ce qui se passait, même si les nuances juridiques leur échappaient. « Et personne ne pourra plus nous séparer ?» demanda Lily, exprimant la peur qui les habitait toutes deux. Nathaniel serra doucement son épaule. « Plus jamais. » La porte du bureau intérieur s'ouvrit alors, et Martin Geller apparut, souriant. « Nous sommes prêts pour vous, maintenant. » Nathaniel se leva, et les filles l'imitèrent, chacune serrant fermement une de ses mains, comme elle le faisait toujours dans les moments importants. Ils pénétrèrent dans le vaste bureau où la juge Anderson, une femme d'âge moyen au sourire bienveillant, les attendait pour la dernière étape du processus. Avant que la cérémonie ne commence, cependant, la secrétaire de Geller se précipita. « Désolée de vous interrompre, monsieur Wells, dit-elle, hésitante, mais il y a un coursier avec un colis urgent pour vous. Il dit qu'il doit vous le remettre en main propre. » Nathaniel fronça les sourcils. « Maintenant ? Il insiste pour dire que c'est urgent. Monsieur, ça vient de Frank Parker. » À la mention du nom du détective, Nathaniel ressentit un léger malaise. Parker avait officiellement clos l'enquête sur le passé des filles des mois plus tôt, après avoir aidé à trouver les documents nécessaires pour l'adoption. « Pourriez-vous nous excuser une minute ?» demanda-t-il à la juge et à l'avocat, qui acquiescèrent avec compréhension. Dans le couloir, il trouva un messager tenant une enveloppe manie scellée. « Monsieur Wells, Frank Parker m'a demandé de vous livrer ceci aujourd'hui, coûte que coûte. Il dit que c'est le rapport final que vous aviez demandé. » Nathaniel prit l'enveloppe, perplexe. Il n'avait pas demandé de rapport supplémentaire, l'enquête était bouclée depuis longtemps. Peut-être s'agissait-il simplement de copies de documents pour ses archives personnelles. « Merci, » dit-il, en donnant un pourboire au messager. De retour au bureau, il s'excusa pour l'interruption. « On peut continuer ? Je regarderai ça plus tard. » Mais la juge Henderson, une femme perspicace qui avait supervisé des centaines d'adoptions au cours de sa carrière, remarqua son trouble. « Monsieur Wells, si vous avez besoin d'un moment pour examiner ces documents, nous pouvons attendre, » proposa-t-elle gentiment. « C'est un jour important, pas besoin de se presser. »« C'est de Frank, » dit Rose en regardant l'enveloppe. « Il a découvert quelque chose sur notre famille ?» Son innocente question effleura un point sensible. Au cours de l'année écoulée, les filles avaient manifesté une curiosité croissante pour leurs origines, posant des questions sur leurs parents biologiques auxquels Nathaniel ne pouvait souvent pas répondre. Il n'y avait que très peu de dossiers disponibles, et leurs propres souvenirs étaient fragmentés et déformés par le traumatisme. « Je ne sais pas ce que c'est, » répondit-il honnêtement. « Mais peut-être que nous devrions le vérifier. Ça ne vous dérange pas d'attendre un peu plus longtemps ?» Les filles secouèrent la tête à l'unisson, leur curiosité l'emportant sur leur hâte d'officialiser le processus. « Utilisez ma salle de conférence », proposa Geller en désignant une porte latérale. « Nous allons prendre un café en attendant. » Dans la salle de conférence, Nathaniel s'assit avec les jumelles de chaque côté. Il ouvrit l'enveloppe avec précaution, s'attendant seulement à y trouver des documents redondants. Il y trouva plutôt une note manuscrite de Parker, accompagnée d'un mince dossier. « Je sais qu'aujourd'hui est un grand jour et je m'excuse de l'intrusion. En finalisant le dossier des filles, j'ai découvert un lien que tu devrais connaître avant de formaliser l'adoption. Ça n'affectera pas la procédure légale, mais ça pourrait avoir des implications personnelles pour toi. Si tu préfères, tu peux détruire ce dossier sans l'ouvrir. Ce qu'il contient ne changera rien au statut de l'adoption. Les filles seront tes filles quoi qu'il arrive. Mais je crois en la transparence, et tu as toujours valorisé la vérité, même quand elle est difficile. À toi de décider. Avec respect, Frank Parker. » Nathaniel sentit un frisson lui parcourir l'échine. Qu'est-ce qui pouvait être si important pour que Parker l'envoie le jour même de l'adoption, mais aussi assez ambigu pour lui laisser entendre qu'il vaudrait mieux ne pas savoir. « Qu'est-ce qu'il dit ?» demanda Lily en se penchant pour voir la note. « Frank a trouvé plus d'informations sur vous deux, » répondit Nathaniel, en termes simples. « Vous voulez que je voie ce que c'est ?»
Oui, répondit Lily immédiatement, tandis que Rose hochait simplement la tête, les yeux pleins d'appréhension. Nathaniel ouvrit le dossier. À l'intérieur, il trouva la copie d'une ancienne fiche de paie et divers documents d'entreprise portant le logo de sa propre société, Wells Investment. Perplexe, il les examina plus attentivement. Le chèque de paie appartenait à Thomas Collins, le père des filles, daté de 8 ans plus tôt, employeur, Wells Investment, division technologique. Nathaniel sentit l'air quitter ses poumons. Thomas Collins avait travaillé pour lui. Comment cela n'était-il jamais ressorti lors des précédentes investigations? Les mains engourdies, il feuilleta les autres documents. Un contrat de travail, des évaluations de performance, toutes excellentes. Puis vint le coup de grâce, une lettre de démission datant de 7 ans plus tôt, faisant partie d'une restructuration de l'entreprise qui avait éliminé tout un département. Au bas de la page, comme une accusation silencieuse, figurait sa propre signature. Nathaniel se rappelait cette restructuration. C'était au début de son ascension en tant que PDG, quand il cherchait encore à prouver sa valeur auprès du conseil d'administration. La division technologique interne coûtait plus qu'elle ne rapportait, selon les consultants. La décision logique avait été de sous-traiter tout le département, économisant des millions par an. 237 employés avaient été licenciés en une seule journée. Thomas Collins faisait partie du lot. Une note jointe, rédigée par Parker, expliquait le reste. Après la perte de son emploi, Thomas avait eu du mal à retrouver un poste équivalent. La famille avait déménagé dans un appartement plus petit, rencontrant des difficultés financières. Le stress avait aggravé un mariage déjà fragile. Puis était survenu l'accident de voiture fatal qui avait laissé Lily et Rose orphelines. Il y avait même plus de détails bouleversants, des copies de demandes d'allocation chômage, des avis d'expulsion, et une lettre que Thomas avait écrite à un ancien collègue pour demander une recommandation. Cette lettre mentionnait, mes jumelles, et sa détermination à leur offrir la vie qu'elles méritaient. Une photo heurta particulièrement Nathaniel, une image fanée d'un jeune homme souriant aux côtés d'une femme tenant 2 nouveau-nés, la famille Collins, intacte et pleine d'espoir. « Nat ?» demanda Rose doucement, le tirant de sa torpeur. « Tu pleures ?» Nathaniel porta la main à son visage, surpris de sentir des larmes. Il ne s'était pas rendu compte qu'il pleurait. « Ce n'est pas grave pour vous, » dit Lily, inquiète. « Non, ça ne vous concerne pas, » répondit-il en refermant rapidement le dossier. « C'est compliqué. »« Compliqué comment ?» insista Lily. Nathaniel regarda les 2 filles, ses filles, qui avaient en traversé et qui étaient maintenant à quelques minutes d'avoir un foyer permanent. Comment leur dire qu'il était, d'une certaine façon, responsable de la chaîne d'événements qui avait détruit leur famille d'origine? On peut en parler plus tard, dit-il en essayant de gagner du temps. Pour l'instant, la juge nous attend. Mais Rose, toujours la plus perspicace, posa sa petite main sur le dossier. Ça parle de notre papa? De notre papa d'avant? La justesse de sa question lui coupa le souffle. Comment tu as deviné? Tu as changé d'attitude en regardant les papiers, expliqua-t-elle avec la logique d'un enfant. Et Frank cherche toujours des informations sur notre ancienne famille. Nathaniel prit une longue inspiration. Depuis qu'il les connaissait, il s'était promis de ne jamais leur mentir, même quand la vérité était douloureuse. Cette honnêteté avait été le socle de leur confiance. Oui, c'est à propos de votre papa, admit-il. J'ai découvert qu'il travaillait dans ma société, il y a longtemps. Les yeux des filles s'agrandirent. Notre papa te connaissait? Demanda Lily en se penchant vers lui. Pas personnellement, expliqua Nathaniel. Il y avait beaucoup d'employés. Mais oui, il y travaillait. Qu'est-ce qui est arrivé? Demanda Rose, calme mais insistante. Nathaniel hésita. Comment expliquer à des fillettes de 6 ans ce qu'était une restructuration d'entreprise et des décisions basées sur des tableaux Excel? À un moment, la société a dû faire des changements, commença-t-il prudemment, et beaucoup de gens ont perdu leur emploi. Votre papa faisait partie de ces gens. C'est se faire virer? Demanda Lily, qui avait récemment appris le mot. Oui, confirma Nathaniel. Il a été licencié, comme beaucoup d'autres, et ça a rendu votre vie plus difficile. C'est pour ça qu'on est devenu pauvre? Demanda Lily, reliant les points avec une lucidité étonnante. Je ne connais pas tous les détails, dit Nathaniel en pesant ses mots, mais il semble que oui, ça a contribué à rendre les choses difficiles pour votre famille. Un silence pesant s'installa. Les filles s'échangèrent un regard, l'une de ces conversations silencieuses qui fascinaient et déstabilisaient toujours un peu Nathaniel. C'était de ta faute? Demanda finalement Rose, ses yeux sombres braqués sur lui avec une intensité qui lui serra le cœur.
La question directe le déstabilisa. Il s'était attendu à de la confusion, peut-être de la colère, mais pas à cette recherche tranquille de la vérité. J'ai signé les papiers, admit-il, la gorge serrée. J'étais le patron. La décision finale m'appartenait. Donc, d'une certaine façon, oui, c'était ma responsabilité. Les filles absorbèrent l'information en silence. Le cœur de Nathaniel battait à tout rompre. Cela pouvait tout changer. Elle pourrait désormais le voir non plus comme celui qui les avait sauvés, mais comme l'homme qui avait contribué à briser leur famille. « Tu savais qui était notre papa quand tu nous as trouvés sur le pont » demanda Lily. « Non, répondit-il aussitôt. Je n'en avais aucune idée. Je viens seulement de l'apprendre. » Un nouveau silence, un nouvel échange silencieux entre elles. « Tu veux toujours être notre papa » demanda Rose, la voix faible et soudain vulnérable. Cette question brisa quelque chose en lui qu'elle puisse même envisager, ne serait-ce qu'une seconde, que cette révélation puisse changer son amour pour elles était insoutenable. Plus que tout au monde, répondit-il avec ferveur. Rien ne pourrait changer ça. Mais vous, est-ce que vous voulez encore que je sois votre papa après ça ? En guise de réponse, Rose prit le dossier de ses mains, le referma et le posa doucement à côté. Ce qui est arrivé avant n'a pas d'importance, dit-elle avec un sérieux dépassant son âge. Ce qui compte, c'est maintenant. Ma maîtresse dit qu'on ne peut pas changer le passé, ajouta Lily, on peut seulement choisir ce qu'on fait aujourd'hui. Et on veut que tu sois notre papa aujourd'hui, conclut Rose, et demain aussi. Et après-demain, ajouta Lily. Pour toujours. Pour toujours, dirent-elles en même temps, comme chaque fois que quelque chose était particulièrement important. Nathaniel sentit les larmes lui monter de nouveau aux yeux, et cette fois, il ne tenta pas de les retenir. La simplicité de leur pardon, si tant est que ce fût un pardon donné avec autant de spontanéité, était bouleversante. Pour toujours, répéta-t-il, la voix étranglée par l'émotion. Quand ils retournèrent au bureau principal, la juge Henderson remarqua immédiatement les yeux rougis de Nathaniel, mais elle ne posa pas de questions. Elle se contenta d'offrir un sourire bienveillant. Prêt à continuer ? Nathaniel regarda les filles, qui acquiescèrent fermement. Nous le sommes, répondit-il. La cérémonie fut étonnamment simple pour un événement d'une telle portée. Nathaniel signa son nom sur les documents officiels, la juge expliqua en termes simples ce que cela signifiait pour les filles d'un point de vue légal, puis elles signèrent leur nouveau nom avec une application maladroite mais déterminée. Par les pouvoirs qui me sont conférés, déclara finalement la juge Henderson avec un sourire chaleureux, je déclare que Lily Rose Collins et Rose Lily Collins sont désormais, à toute fin légale, Lily Rose Wells et Rose Lily Wells, filles de Nathaniel James Wells, avec tous les droits et responsabilités que cela implique. Elle donna un léger coup de maillet, un sourire sincère illuminant son visage. Félicitations à la nouvelle famille Wells. À cet instant, il se passa quelque chose de particulier. Le monde autour de Nathaniel sembla à la fois s'élargir et se contracter. Il s'élargit avec les possibilités infinies de l'avenir qu'il partagerait désormais avec ses deux enfants extraordinaires. Il se contracta jusqu'à ce que rien ne compte plus que ce moment, cette pièce, ses deux petites mains dans les siennes. C'était fait. Ils étaient une famille, légalement, officiellement, irrévocablement. Les semaines qui suivirent se déroulèrent dans une forme de dualité étrange pour Nathaniel. Le jour, il y avait la joie pure de sa réalité de nouvelle famille. Les filles, maintenant officiellement ses filles, semblaient s'épanouir avec la certitude d'avoir leur place. Le mot « pour toujours », autrefois si redouté dans ses relations d'adultes, était désormais quelque chose qu'il acceptait de tout cœur. Mais la nuit, après qu'elles se furent endormies, le poids de la révélation de Parker refaisait surface. Il passait des heures à éplucher les documents, tentant de reconstituer la chaîne d'événements. Thomas Collins avait été un développeur de logiciels talentueux, comme en témoignaient ses évaluations. Après avoir été licencié, il n'avait retrouvé que des emplois temporaires moins bien payés. La famille avait dû déménager dans un appartement plus petit, dans un quartier difficile. L'accident fatal était survenu alors qu'il revenait d'un entretien d'embauche dans le New Jersey, un trajet qu'il n'aurait pas eu à faire si Thomas avait conservé son poste chez Wells Investment. La culpabilité rongeait Nathaniel lors de ses heures solitaires. Le lien n'était pas direct, bien sûr, de nombreux facteurs et décisions prises par différentes personnes étaient en jeu. Mais il n'en restait pas moins que ces actions de dirigeants avaient contribué à la spirale d'événements qui avait fini par laisser Lily et Rose orphelines. Une nuit particulièrement difficile, Nathaniel se retrouva à regarder de vieilles photos de sa propre fille, Emma. Elle l'avait appelée en apprenant l'adoption, une brève conversation, encore distante, mais un premier pas vers la réconciliation.
En contemplant la photo de sa remise de diplôme, il ne put s'empêcher de penser à la façon dont il l'avait aussi laissé tomber, toujours plus absorbé par le travail, toujours absent lors des moments clés. C'était un schéma, réalisa-t-il avec amertume. En tant que PDG, ses décisions avaient non seulement blessé sa propre famille, mais aussi la famille de Thomas Collins. L'entreprise qu'il avait bâtie et pour laquelle il s'était sacrifié était devenue une force destructrice dans la vie de personnes bien réelles. Un de ces soirs, il contemplait la ville par la fenêtre de sa chambre quand il perçut un petit bruit derrière lui. Il se retourna et aperçut Rose, debout dans l'embrasure de la porte, serrant son lapin en peluche. « Tu n'arrives pas à dormir » demanda-t-il en lui ouvrant les bras. Elle secoua la tête et courut vers lui pour qu'il la soulève. « J'ai rêvé d'eux, dit-elle doucement. Tes parents ? Rose acquiesça. Je ne me souviens pas de leur visage, juste d'une sensation. Quelle sensation ? Demanda Nathaniel avec douceur. Comme si j'étais en sécurité, répondit-elle, comme je me sens avec toi. Ces mots simples frappèrent Nathaniel comme une révélation. Rose ne le comparait pas à ses parents biologiques et ne le jugeait pas à l'aune d'un souvenir idéalisé. Elle reconnaissait simplement la même qualité d'amour et de protection qu'elle avait un jour connue. Il serait content que tu t'occupes de nous, poursuivit Rose, comme si elle lisait dans ses pensées. C'est ce que maman disait toujours, l'important, c'est qu'on prenne soin les uns des autres. Ta maman disait ça ? Demanda Nathaniel, surpris que Rose ait un souvenir aussi précis. Je ne me souviens pas qu'elle l'ait dit, admit Rose. Je me souviens juste de la sensation, comme si c'était quelque chose qu'elle disait tout le temps. Nathaniel sentit un nœud se défaire dans sa poitrine, un nœud de culpabilité qui s'était formé depuis la découverte de Parker. Tu le penses vraiment, Rose ? Elle hocha la tête avec la gravité d'un enfant prononçant une vérité absolue. Il voudrait qu'on soit heureuse. Et on est heureuse avec toi. Le lendemain, Nathaniel prit une décision. Après le petit déjeuner, il réunit les filles autour de la table et posa le dossier de Parker devant elles. « Je veux vous parler un peu plus de votre papa », dit-il alors qu'elle dévisageait le dossier, intriguée. De Thomas Collins. Pendant l'heure qui suivit, il partagea ce qu'il avait appris, avec des mots à leur portée. Il leur montra la photo de leurs parents les tenant bébés, expliqua que leur papa avait été un très bon informaticien, apprécié de ses supérieurs. Puis, avec une honnêteté douloureuse mais nécessaire, il leur raconta son propre rôle dans l'histoire, la restructuration de l'entreprise, la décision logique basée sur des considérations financières, et comment leur père s'était retrouvé au chômage. « C'est lui qui a fait que notre vie est devenue plus dure ?» demanda Lily, l'esprit toujours si direct. « Cela y a contribué, probablement, répondit Nathaniel. « Tu es méchant ?» insista Lily avec sa candeur désarmante. « Non, Lily. Je pensais faire ce qu'il fallait pour la société. Mais j'ai compris, un peu tard, que ça affectait des vraies personnes. » Les filles le regardèrent sans animosité, seulement avec curiosité. « Il avait l'air gentil, » dit Lily en contemplant la photo de leurs parents. « Il l'était, » répondit Nathaniel, d'après ce que j'ai pu lire. « Très doué et travailleur. »« Comme toi, » fit remarquer Rose. La comparaison laissa Nathaniel ému. « Je pense qu'il était bien meilleur que moi à bien des égards. Il aurait voulu être là pour vous, poursuivit-il. Et moi, d'une certaine manière, j'ai contribué à faire en sorte qu'il ne puisse pas l'être. C'était une version simplifiée, certes, mais elle contenait le cœur de la vérité qui le hantait. Mais s'il était là, observa Lily, alors tu ne serais pas notre papa maintenant. » La remarque directe de l'enfant laissa Nathaniel sans voix. « Et on ne t'aurait pas, » ajouta Rose. C'était la logique d'un enfant, mais elle contenait une vérité que Nathaniel n'avait pas envisagée à travers sa culpabilité. La vie est un enchevêtrement d'événements, souvent tragiques, souvent injustes. Mais de cette tragédie et de cette injustice, quelque chose de précieux avait surgi, la famille qu'il formait désormais. « Je pense, » dit Rose en pesant ses mots comme si elle élaborait une pensée complexe, que parfois, des choses tristes arrivent pour que d'autres bonnes choses puissent se produire après. « Je ne suis pas sûr que ce soit aussi simple, » répondit Nathaniel, touché par sa tentative de donner un sens à des événements si douloureux. « Ce n'est pas simple, reconnut-elle, c'est triste. Mais on est heureuse maintenant. » Lily, plus directe, se leva et passa ses bras autour du cou de Nathaniel. « Ne sois pas triste pour le passé. On est là maintenant. » À cet instant, Nathaniel comprit que les filles lui offraient non seulement leur pardon, mais aussi une leçon profonde, comment vivre avec ses erreurs passées sans en être dévoré. Il ne s'agissait pas de nier sa responsabilité ou d'oublier l'impact de ses choix, mais de reconnaître que le regret seul ne change rien. Ce qui comptait, c'était ce qu'il ferait désormais.
Le lendemain matin, Nathaniel prit une autre décision et convoqua une réunion d'urgence du conseil d'administration de sa société. Certains membres s'inquiétèrent, craignant un nouveau scandale comme celui qui avait failli détruire l'entreprise quelques années plus tôt. D'autres imaginèrent une fusion ou une acquisition. Personne ne s'attendait à l'annonce de Nathaniel. « Mesdames et messieurs, dit-il aujourd'hui, je propose un changement fondamental dans notre structure et dans notre mission d'entreprise. » Pendant 45 minutes, il présenta un plan complet, la création d'un fonds pour aider les anciens employés affectés par les restructurations passées, un programme de reconversion pour ceux qui risquaient de perdre leur emploi à l'avenir, et une politique privilégiant toutes les solutions alternatives avant un licenciement de masse. Mais surtout, il annonça la création de la Fondation Thomas Collins, nommée en l'honneur du père des filles, qui offrirait des bourses d'études aux enfants des employés, actuels ou anciens, garantissant qu'aucun enfant ne perde d'opportunités à cause de décisions corporatives. Mais le coût ? Demanda l'un des administrateurs, visiblement alarmé par les implications financières. Il viendra en partie des primes de direction, à commencer par la mienne, répondit calmement Nathaniel, et d'un nouveau fonds que je vais créer personnellement. Un murmure de surprise parcourut la table. Nous avons toujours fonctionné sous le principe que notre seule obligation est de maximiser la valeur pour les actionnaires, reprit Nathaniel. Je l'ai cru longtemps. Mais j'ai appris, peut-être trop tard, que nous avons des responsabilités plus larges envers nos employés, leurs familles et la communauté. C'est inhabituel, reconnut la directrice financière, Martha Livingston, et admirable. Mais je dois avouer que je suis curieuse de savoir ce qui a provoqué ce changement de perspective. Nathaniel hésita brièvement. Disons simplement que j'ai pris conscience, récemment, de l'impact réel de nos choix sur des vies concrètes. Il n'alla pas plus loin sur Lily et Rose. Cette part de l'histoire était privée, trop personnelle pour une salle de conseil. Mais il portait désormais leur vérité comme une boussole morale qui lui avait manqué pendant la majeure partie de sa carrière. 6 mois plus tard, Nathaniel estima qu'il était temps de procéder à un autre changement important. L'appartement de la 5e avenue, bien que spacieux, n'avait jamais été réellement adapté à des enfants. Pas d'espace extérieur, aucun endroit pour courir et jouer librement. Après des semaines de recherche, il trouva une maison en périphérie de la ville, pas trop loin pour son trajet quotidien, mais suffisamment éloignée pour offrir un autre cadre de vie. Une maison en briques avec un grand jardin, des arbres solides parfaits pour grimper, et surtout l'espace nécessaire pour grandir. Le jour de la signature d'achat, il emmena les filles voir la propriété. Elles parcoururent la pelouse en courant, découvrant chaque recoin avec enthousiasme. Sur le porche, Nathaniel les observait, envahi d'un sentiment de paix qu'il ne connaissait pas. Emménager dans cette maison coïncidait avec une autre étape importante. À la rentrée, les filles allaient intégrer l'école normale, après un an d'enseignement à domicile pour rattraper leur retard scolaire, dû à leur vie instable. La vie trouva un nouveau rythme, une nouvelle normalité qui, certains jours, paraissait si naturelle qu'il avait du mal à se souvenir d'avant. Il y eut des défis, bien sûr, des moments où les jumelles montraient des signes de traumatisme ancien, des nuits où elles se réveillaient en larmes, des journées où elles testaient les limites avec une intensité reflétant leur difficulté à faire entièrement confiance à ce nouvel équilibre. Mais il y eut aussi des instants de joie si purs qu'ils en paraissaient irréels. Comme cet après-midi de dimanche, 3 semaines après leur installation dans la nouvelle maison. La balançoire promise avait été installée sur le grand chêne dans le jardin, ainsi qu'une petite cabane construite, avec l'aide de professionnels, dans l'arbre. Les filles y passaient la journée entière, allant de l'une à l'autre, grimpant, se balançant, riant, inventant des scénarios de princesses dans des tours et d'aventurières dans des forêts enchantées. Lily convainquit même Nathaniel de participer à l'un de leurs récits imaginaires, le coiffant d'une couronne de feuilles pour en faire le roi de la forêt. Rose, d'ordinaire plus réservée dans le jeu de rôle, se prêta totalement au jeu, se proclamant gardienne du trésor magique, une collection de cailloux et de coquillages colorés qu'elles avaient ramassés lors d'un voyage à la plage. Le soir venu, alors que le soleil se couchait dans le ciel teinté d'orange et de rose, Nathaniel s'assit sur le porche, une tasse de café à la main, et regarda les filles. Un sentiment de plénitude l'envahit, plus profond et durable que n'importe quelle satisfaction passagère liée à un contrat juteux ou un achat de luxe. Rose descendit de la cabane et courut vers lui, les cheveux coupés différemment de ceux de Lily, l'une des petites marques de leur individualité. « On a soif » annonça-t-elle en s'arrêtant devant lui. « On peut avoir du jus ?» « Bien sûr » répondit Nathaniel en se levant. « Je vais en chercher. »« Je t'aide » proposa Rose en le suivant à l'intérieur.
Pendant que Nathaniel sortait les verres et le jus de pomme préféré des filles, Rose l'observait avec son intensité silencieuse. « Quoi » demanda-t-il en souriant. « Rien » répondit-elle en prenant l'un des verres. « Je suis juste contente. » La simplicité de sa remarque fit naître une chaleur douce dans la poitrine de Nathaniel. « Moi aussi, Rose » répondit-il tendrement. Ils retournèrent dehors, où Lily se balançait toujours, de plus en plus haut. « Lily » appela Rose en s'approchant. « On a apporté du jus. » Lily ralentit la balançoire en traînant les pieds sur le sol, comme Nathaniel le lui avait appris, et sauta avec une agilité surprenante. Elle courut vers eux, le visage rayonnant de joie. « Merci, papa » lança-t-elle en prenant le verre. Nathaniel se figea. C'était la première fois que l'une d'elles l'appelait ainsi. Ils avaient convenu dès le départ qu'elle pouvait l'appeler comme elle le voulait Nathaniel, ou, un jour, papa, si elle s'en sentait prête. Jusqu'à ce moment, elle ne l'avait appelé que Nat. Lily remarqua sa réaction et hésita. « Ça va, si je t'appelle comme ça ?» Nathaniel sentit un élan de chaleur irradier en lui, comme si le soleil couchant s'était installé dans sa poitrine. « Bien sûr que ça va, dit-il en s'agenouillant pour être à sa hauteur. « C'est parfait. » Un sourire timide mais radieux illumina le visage de Lily. Rose, qui observait la scène, s'approcha, l'air incertain. « Je peux t'appeler papa, moi aussi ?» demanda-t-elle presque dans un souffle. « Vous m'appelez comme vous voulez, répondit Nathaniel, mais j'avoue que « papa » me plaît beaucoup. Rose sourit alors, un de ces sourires rares qui transformaient complètement son visage sérieux. « Alors c'est décidé. » « C'est décidé, répéta Nathaniel en ouvrant les bras. Les filles ne se firent pas prier et se jetèrent dans un câlin groupé qui faillit le renverser. Le jus se renversa dans l'herbe, mais personne ne s'en soucia. Dans le jardin de leur nouvelle maison, avec le soleil qui se couchait derrière les arbres et les rires de ses filles résonnant à ses oreilles, Nathaniel ressentit une certitude dont il ne se serait jamais cru capable. Une certitude quant à sa place dans le monde, quant au sens de son existence, quant au but de chaque respiration, il ne serait plus jamais seul. Ce soir-là, après avoir bordé les filles, Nathaniel s'installa sur le porche, le regard tourné vers les étoiles qui apparaissaient dans le ciel sombre. Il repensa à cette nuit sur le pont de Brooklyn, à ce vide qui le consumait alors, à sa conviction absolue que sa vie n'avait plus aucun sens. Comment aurait-il pu imaginer, en grimpant sur la rambarde ce soir-là, que son salut viendrait sous la forme de deux petites mains agrippant ses poignets? Que sa raison de vivre se trouverait dans le regard de deux enfants qui, par un miracle inexplicable, avaient croisé sa route à l'instant précis où il en avait le plus besoin. L'ironie ne lui échappait pas. Thomas Collins, un homme qu'il n'avait jamais vraiment connu, dont la vie avait été bouleversée par une décision signée de sa main, lui avait indirectement offert le plus beau des cadeaux, ses filles. Il était impossible d'effacer le préjudice causé par une décision d'entreprise qui avait contribué à détruire la famille de Lily et Rose. Rien ne ramènerait leurs parents, rien n'effacerait les années de souffrance que les filles avaient endurées. Mais peut-être, songea Nathaniel en contemplant le ciel étoilé, y avait-il une forme de justice poétique dans le fait qu'il consacrerait désormais le reste de sa vie à faire en sorte que ces deux enfants extraordinaires ne connaissent plus jamais l'abandon ou la perte, qu'elles grandissent aimées, protégées, valorisées, qu'elles reçoivent toutes les opportunités que leurs parents biologiques auraient souhaitées pour elles. Sur la petite table à côté de sa chaise, il y avait la photo de la famille Collins trouvée dans le dossier de Parker. Il l'avait encadrée et prévoyait de l'accrocher dans la chambre des filles. Il estimait important qu'elles connaissent leurs origines, qu'elles restent liées aux premières personnes qui les avaient aimées. « Je vous promets que je m'occuperai d'elles », murmura Nathaniel à la nuit, une promesse adressée non seulement à lui-même et aux filles, mais aussi à leurs parents partis trop tôt. « Avec tout ce que j'ai, tout ce que je suis. » Et si, à cet instant, il ressentit une étrange paix l'envahir, comme si l'univers dans son infinité avait organisé cette improbable rencontre d'âmes brisées afin qu'elles se guérissent mutuellement. Eh bien, on ne pouvait pas vraiment lui reprocher de croire aux coïncidences significatives, aux secondes chances et à la rédemption. Le lendemain matin, Nathaniel se réveilla au son de la vie qui s'agitait en bas. Il descendit et trouva les filles déjà habillées, en train d'essayer de préparer le petit déjeuner toute seule. Un adorable désordre de céréales renversées et de jus qui débordait l'attendait. « Papa !» crièrent-elles en chœur en le voyant, utilisant désormais le mot avec naturel, comme si ça avait toujours été ainsi. « On voulait te faire une surprise », expliqua Lily, visiblement déçue de l'état de la cuisine. « Et vous l'avez fait » répondit Nathaniel en souriant devant le spectacle. « C'est la meilleure surprise que j'ai jamais eue. » En les aidant à nettoyer, puis à préparer un vrai petit déjeuner,
Nathaniel réalisa à quel point sa définition du « meilleur » avait changé. Autrefois, cela aurait impliqué un contrat majeur, un succès professionnel, une acquisition de luxe. Désormais, c'était simplement le fait que 2 enfants aient voulu faire quelque chose de spécial pour lui. Pour la première fois depuis qu'il était adulte, Nathaniel Wells envisageait l'avenir non pas avec crainte ou indifférence, mais avec une véritable impatience. Un avenir rempli de premières rentrées des classes et de spectacles de fin d'année, de vacances en famille et de discussions difficiles, de petites victoires et d'inévitables maladresses. Un avenir dans lequel il se réveillerait chaque matin avec un objectif clair et inébranlable, être le père que Lily et Rose méritaient. C'était tout ce dont il avait besoin. C'était plus qu'il n'aurait jamais cru mériter. C'était assez. C'était tout.